je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire consacré à la question de l'utilisation des effluents humains ou des excrétas en agriculture biologique. Donc, je reprécise à ceux qui viennent d'arriver que le webinaire est enregistré et sera mis en ligne, probablement sur la chaîne YouTube de la FNAB. Je vous invite à faire attention à bien couper vos micros et à les laisser couper si, il y a des intervenants qui sont en train de parler. Je précise par ailleurs que justement des échanges sont prévus entre le public et les intervenants. Donc vous pourrez lever la main en appuyant sur le bouton réagir qui apparaît normalement en bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire vos questions en appuyant sur le bouton chat et elles seront là aussi évoquées, traitées à des moments dédiés. Évidemment, si des questions sont posées et qui trouveraient des réponses dans des présentations qui interviendraient plus tard, on les mettra peut-être de côté pour y répondre justement par la présentation. Donc, je vais tout de suite commencer. Donc, d'abord, je vais laisser la parole à Delphine Berger et à Isabelle Desportes. Donc, d'abord Delphine pour l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et Isabelle pour l'ADEME, qui sont les financeurs du projet qui a donné la naissance à ce webinaire et à tout le travail qui est en amont. Et donc, je te laisse la parole, Delphine. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, une brève intervention pour rappeler le positionnement de l'agence sur ce qui vient d'être dit sur le financement qu'on peut apporter en complément de l'ADEME. Alors, notre intervention sur l'agriculture biologique, notre intervention de l'agence Rhin-Meuse, donc je vais parler que pour Rhin-Meuse, même si c'est le cas pour les autres agences, se base sur le fait que l'AB constitue une solution particulièrement efficace pour protéger les ressources en eau. De ce fait, l'agence y consacre un budget important de son budget dédié à la lutte contre les pollutions diffuses agricoles dans un contexte, on va dire, très ambitieux de reconquête de la ressource en eau, au travers de diverses aides qu'on peut apporter, que ce soit des aides directes auprès des producteurs, que tout le monde connaît via les MAE, mais aussi des aides au soutien aux filières, aux acteurs économiques, ou encore des aides auprès des structures accompagnatrices. Je viens de voir Hélène qui est connectée, comme Yo en Grand Est. En fait, tout ça pour vous dire que le panel d'intervention qu'on a à disposition pour soutenir l'agriculture biologique est très large en termes d'outils, mais aussi en termes de cibles. On vise deux objectifs. Un premier qui est notre ultra priorité, qui est de développer davantage de surfaces en bio sur des secteurs particuliers que sont les captages, mais aussi le fait de pouvoir maintenir les nombreuses conversions qui sont opérées ces dernières années. Et donc, j'en viens à notre association, à cette étude. C'est bien là, c'est bien dans cet objectif de sécurisation de la filière biologique que l'agence de l'eau Rhin-Meuse s'intéresse et accompagne cette étude exploratoire sur un enjeu majeur pour les systèmes bio, qui est la disponibilité en azote. On a toutefois une petite attente particulière sur cette étude, mais ça sera évoqué en fin de matinée, qui est de pouvoir mettre en perspective les résultats qui vont sortir là de cette étude sur la valorisation des matières organiques non agricoles, sur les potentialités qu'offre la valorisation de ces matières organiques non agricoles sur le territoire Rhin-Meuse. L'idée de cette mise en perspective, c'est bien de voir les potentialités qu'on aurait sur notre bassin, d'aller plus en avant euh, sur ces volets-là. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Delphine, pour cette précision sur voilà, ce qui explique votre intérêt. C'est très clair. Et Isabelle, du coup, je te donne la parole pour l'ADEME. Oui, alors l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, soutient des projets de collecte à la source des excrétas humains pour permettre notamment leur valorisation agronomique, parce qu'on estime que ça permet une circularité des molécules d'azote, de phosphore, voire de potasse, parce que ces dernières molécules, finalement, sont contenues dans notre alimentation et notre organisme les élimine par les urines, et l'épandage de ces substances-là permettent d'engraisser les sols et les cultures, et de fait, ils retournent dans notre alimentation pour recommencer un nouveau cycle. Cette valorisation agronomique, de notre point de vue, permet aussi de se substituer aux engrais qui sont utilisés aujourd'hui en agriculture. Et ça permet un bénéfice en consommation énergétique
et en émissions de CO2, notamment pour l'azote, qui consomme beaucoup de gaz naturel pour être produit dans un système industriel. Et également, ça permet une limitation de l'épuisement des ressources minières parce que le phosphore est issu d'une extraction minière pour pouvoir ensuite être répandu. Là, j'ai déjà cité trois éléments qui sont importants pour l'ADEME et que cette filière finalement permet de, permet de renseigner. Donc, c'est de la circularité, c'est de la limitation du réchauffement climatique, c'est de la limitation des exploitations minières. On pourrait en rajouter d'autres, par exemple, comme notamment pour les urinofertilisants, à notre connaissance, de ce qu'on constate, c'est que c'est souvent pratiqué de manière low-tech. Et là également, ça permet une limitation d'une plus grosse technologie et d'avoir une certaine sobriété dans les usages qui sont proposés. Et aussi, cette filière-là s'inscrit souvent dans des approches territoriales et voire locales. Et ça aussi, c'est un axe de travail de l'ADEME dans les missions qu'elle soutient. Et enfin, un dernier intérêt de cette filière, c'est aussi une autonomie de la France, en fait, au regard de ses importations. Puisque, à ce jour, ni l'azote ni le phosphore, qui sont aujourd'hui, enfin, traditionnellement utilisés en agriculture, ne sont produits dans notre pays. Et donc là également, il y a aussi un intérêt d'autonomie au regard de l'approvisionnement de l'agriculture, qu'elle soit biologique ou pas biologique. Donc voilà, c'était les intérêts que l'ADEME trouve dans cette filière de collecte à la source et de valorisation agronomique derrière. Merci beaucoup Isabelle. Et du coup, bah, ça va rentrer en résonance avec tout ce qu'on va se dire par la suite dans le cadre de ce webinaire. Donc, je rappelle que ce webinaire, pour les derniers qui viennent d'arriver, d'une part est enregistré, d'autre part pour les derniers, si vous avez des questions, vous pouvez faire deux choses, soit les poser dans le chat, soit vous levez la main. Alors, le problème, c'est que si vous levez tous la main, ça va être compliqué d'avoir vos questions. Parfois, les questions trouveront une réponse dans la présentation, donc on les mettra de côté dans ce cas-là et on les réévoquera par la suite dans le cadre des présentations. Voilà, donc bah, du coup, moi aussi, je vais me présenter. Donc, Félix Lepers, moi, je suis en charge du projet Mona à la FNAB. Je vais en dire deux mots de ce projet. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la FNAB, hein, la FNAB, c'est la Fédération nationale d'agriculture biologique. C'est un réseau de 10 000 fermes bio adhérentes consacrées à la défense et au développement de l'agriculture biologique depuis sa création en France. Et donc, je vais tout d'abord faire quelques points un petit peu sémantiques pour qu'on sache qu'on parle tous à peu près la même langue. D'abord, des effluents humains, des excréta, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Quand on va évoquer ces éléments dans la présentation, on va parler en gros de tout amendement ou engrais produit à partir d'urine humaine ou de matière fécale humaine. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Les plus classiques, ça va être l'urine traitée ou le compost de matière de toilette sèche. Ça peut aussi prendre d'autres formes, mais en gros, c'est de ça dont on parle. Pourquoi est-ce que nous, la FNAB, le réseau des producteurs bio, on travaille là-dessus? Plusieurs raisons. D'abord, on est face à une sorte de crise hein, de la fertilisation en bio, notamment parce qu'il y a de moins en moins d'élevage dans les territoires et que en bio, les élevages fournissent l'essentiel de la matière organique importée sur les sols pour nourrir les sols. Et que donc de plus en plus aussi de produits sur lesquels on a des doutes sur leur conformité avec les principes de la bio sont sur le marché. Et donc on a besoin de produits qui sont, disons, plus en phase avec les principes de la bio pour développer l'agriculture biologique à l'avenir. Et peut-être que les excrétants humains, les effluents ou les excrétants en font partie. Enfin, et ça rejoint complètement ce qui a été dit par Isabelle et Delphine, il y a aussi un enjeu donc, de participation au recyclage des matières organiques. Donc l'agriculture biologique peut participer à construire en fait, cette économie circulaire de la matière organique. Et par ailleurs, elle peut aussi prendre sa place dans la réduction de l'impact environnemental du système d'assainissement. Système d'assainissement qui, on le sait, hein, aujourd'hui dilue nos excrétas dans l'atmosphère ou dans les milieux aquatiques et entraîne du coup des effets négatifs sur ces milieux. Et tout ça, en fait, on travaille là-dessus dans le cadre d'un projet, le projet MONA, matière organique non agricole, parce qu'on parle aussi de biodéchets à la FNAB et on essaye de monter des filières de récupération des déchets triés à la source.
Mais là, on va parler des effluents humains. Donc, première question d'abord, c'est est-ce que c'est autorisé de fertiliser avec des excréta humains? Parce que bon, on peut se dire que c'est bien de le faire, mais est-ce qu'on a le droit? Eh bien, la réponse, elle n'est pas forcément très claire aujourd'hui. En fait, ces matières, on peut dire qu'elles sont à la croisée de catégories réglementaires qui sont déjà existantes, mais qui ne permettent pas vraiment aujourd'hui, enfin, qui ne sont pas un bon classement de ces excréta humains, puisque ce ne sont pas vraiment des boues. Ce ne sont pas des effluents d'élevage, sauf si on considérait que les humains sont des animaux d'élevage, mais je ne crois pas que ce soit le cas, en tout cas dans l'intention du législateur. Et ce ne sont pas des biodéchets. En gros, aucune des catégories n'est clairement consacrée à cela. Et du coup, sur le terrain, bah, les opérateurs qui essayent de développer des filières se débrouillent au mieux avec les cadres existants, font rentrer un petit peu, bon an, mal an, dans l'une ou l'autre des catégories. Mais si on veut que ça se développe, forcément, il sera nécessaire d'inventer un cadre plus clair, sécurisant, qui permette d'éviter les ambiguïtés et les difficultés avec l'administration en charge de contrôler la conformité des fertilisants qu'on utilise sur les terres agricoles. Par ailleurs, nous, la FNAB, on s'intéresse aussi à est-ce que c'est autorisé en agriculture biologique? Et là non plus, la réponse n'est toujours pas claire. Là, il faut avoir en tête qu'on a d'un côté, dans le règlement de l'agriculture biologique, des principes, les grands principes généraux. Et parmi ces principes, il y en a qui pourraient laisser entendre qu'on a le droit d'utiliser des fertilisants à base d'excréta humains. Par exemple, un principe, c'est que l'agriculture biologique doit recycler les déchets et les sous-produits d'origine végétale ou animale comme intrants pour la production végétale ou animale. Là, on pourrait se dire, ah bah tant mieux, c'est super, on peut l'utiliser en bio, ces fertilisants issus d'excréta humains. Euh, D'ailleurs, ECTOP, qui est une sorte de groupe d'experts au niveau européen consacré à l'agriculture biologique, a rendu en 2016 un avis positif sur cette question. Et les avis d'ECTOP font un peu référence sur les questions réglementation biologique. Donc on pourrait se dire, ah bah super, on peut y aller quoi. Mais de l'autre côté, on a les annexes. Alors les annexes, c'est la liste des produits qu'on a le droit d'utiliser en bio. Et quand un organisme certificateur va sur une ferme bio, eh bien, il va regarder les produits qu'on utilise et il va regarder si ces produits, on les trouve dans les annexes, hein, les fameuses annexes qui disent ça c'est autorisé, ça c'est autorisé, ça c'est autorisé. Et si c'est pas dans l'annexe, c'est pas autorisé. Donc quand on regarde les annexes, eh ben là on se dit c'est pas autorisé en bio. Donc on a un petit peu d'un côté une lecture globale du texte qui pourrait nous permettre de l'utiliser et de l'autre des annexes qui ne permettent pas de les utiliser. Donc là, encore une fois, on parle d'un flou juridique qui devra être clarifié. Je mentionne au passage qu'on a un produit qui s'appelle Lactopistart, qui est commercialisé par une entreprise qui s'appelle Tupi Organics et qui est un biostimulant qui utilise l'urine humaine comme support de culture d'une certaine manière des micro-organismes de ces biostimulants. Donc en soi, c'est de l'urine à la base qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché en tant que biostimulant, si je ne me trompe pas. Donc en soi, voilà, on voit qu'il y a plein de manières de se faire son chemin vers une autorisation, mais qu'aujourd'hui, voilà, on utilise des catégories différentes. À l'issue de ces propos préliminaires un peu sur le cadre réglementaire et sur les termes qu'on utilise, je vais vous présenter donc les résultats de l'enquête que la FNAB a menée sur cette question depuis quelques mois. Donc d'abord, quel était notre objectif? Donc notre objectif, c'est même si c'est pas clairement encadré, même si on n'a pas un cadre réglementaire clair comme on vient de le voir, notre intérêt, c'est de connaître l'avis des producteurs et des productrices bio sur ce sujet pour voir si on a envie peut-être d'y aller et donc de proposer un cadre réglementaire plus clair. Donc, identifier les réserves ou les intérêts des agriculteurs bio pour proposer quelque chose qui corresponde à leurs besoins. Au fond, hein, c'est complètement le rôle de la FNAB hein, de faire ça, d'essayer de demander aux agriculteurs bio ce qu'ils veulent, et puis d'aller voir les pouvoirs publics pour leur dire, ben voilà, voilà ce qu'on pourrait peut-être faire évoluer, et voilà les choses dont on a besoin. Alors, l'enquête, rapidement, hein, elle a reposé sur différentes méthodes pour aller prendre cette information auprès des agriculteurs bio. D'abord, un questionnaire en ligne qui fera l'objet de la principale, enfin, ce qui sera le principal objet de la présentation des résultats, avec 139 répondants qui ont donc répondu à un questionnaire spécifiquement sur cette question des excréta humains. 6 entretiens individuels avec des agriculteurs ayant répondu au questionnaire, donc des entretiens d'1 heure quand même, hein, où on a évoqué
tous les aspects de la fertilisation, les enjeux autour de peut-être les réticences de principe qu'on pourrait avoir pour utiliser ces fertilisants à base discrète à humains, etc., etc. Une réunion avec les techniciens de bio en Grand Est et une consultation de la commission réglementation de la FNAB. Alors ça va pas parler à grand monde, mais c'est un outil de consultation de notre réseau autour des questions réglementaires. Et donc voilà, ça nous permet, nous, de nous positionner également. Donc c'est un peu la combinaison de tous ces éléments-là dont je vais vous présenter les résultats en nous basant sur les résultats de l'enquête, principalement, enfin du questionnaire en ligne. Donc, le questionnaire en ligne, on a eu, comme je l'ai dit, 139 réponses. Il a été envoyé entre mars et juin 2024 partout en France et on peut voir qu'il y a une représentativité géographique pas trop mauvaise. Donc, en gros, ça va du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec quand même quelques trous sud-est et nord-ouest qui sont un peu sous-représentés. Bon, forcément, hein, ça ne vise pas à l'exhaustivité d'une vision des agriculteurs bio. Tout ça, c'est une manière de faire une photographie à un instant T. Alors, qui a répondu au questionnaire? Tout d'abord, donc, les répondants sont à majorité en production végétale et là-dedans à majorité sur du maraîchage. Vous pouvez le voir, hein, on est sur 139 répondants et on en a plus de 70 qui déclarent leur activité principale en maraîchage. Ça se voit d'ailleurs dans les tailles d'exploitation à moins de 5 hectares. On a posé la question, quel type de produits les répondants utilisent aujourd'hui? Donc on voit que les répondants utilisent principalement des effluents d'élevage et du compost de déchets verts. C'est intéressant enfin, à retenir, première information, c'est il y a peu d'élevages qui répondent et pourtant une utilisation très majoritaire d'effluents d'élevage, hein. On est au-dessus de 100 répondants sur 139 qui utilisent des effluents d'élevage. Donc on voit que l'importation d'effluents d'élevage qui viennent de l'extérieur de la ferme, puisque ce n'est pas des fermes d'élevage, est quand même très important dans les répondants. Si on cumule compost et effluent d'élevage, ça fait 87% des répondants qui utilisent soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Alors, quelles réponses les répondants donc, ont donné aux questions posées sur les excréta humains? Donc, on va commencer d'abord avec les premières questions. Donc, la première question, c'était est-ce que vous avez déjà entendu parler de fertilisants produits à base d'excréta humains? Euh, Alors, la plupart des répondants disent oui à 70%, qu'ils en ont déjà entendu parler. Ensuite, on a posé la question à titre individuel dans le jardin, est-ce que vous en utilisez donc chez vous, enfin, pour le dire clairement, dans votre jardin? Là, bah, du coup, il y a moins de réponses oui, hein, mais quand même 40% de personnes qui déclarent parmi les répondants utiliser sur leur jardin personnel les fertilisants issus des excréta humains. Et ensuite, sur votre ferme, là, la réponse oui descend à 9%, et donc c'est très majoritairement pas utilisé sur la ferme, et ça se comprend étant donné tout ce qu'on a dit sur le cadre réglementaire compliqué qui peut exister. Ensuite, question un peu de base, et c'est la question voilà, qui nous occupait principalement. La question qu'on a posée, c'est est-ce que vous seriez prête à envisager d'utiliser des fertilisants à base d'excréta humains sur votre ferme? Et donc là, on a en vert, hein, vert foncé et vert clair, plus de 80% des répondants qui répondent positivement à cette question, donc plutôt oui ou oui tout à fait, et donc c'est même 52% pour oui tout à fait. Alors, je précise, et il n'y a pas de honte à le préciser, hein, qu'il peut y avoir un biais dans ces réponses, hein, puisque peut-être que c'est les gens qui sont intéressés par la problématique qui prennent le temps de répondre à un questionnaire. Malgré tout, étant donné que on a aussi fait vivre ce sujet dans d'autres instances et au-delà de ce questionnaire, on peut voir que l'intérêt est marqué par les producteurs bio et donc ça reste un signe d'intérêt à prendre en compte, évidemment. Donc ça, c'est un des résultats hein, de notre enquête, hein, de montrer que quand on pose la question à un panel qui n'a pas été sélectionné pour son intérêt, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui y répondent positivement. Après cette question, on a demandé quels seraient les avantages potentiels à utiliser des fertilisants à base d'excréta sur la ferme. Et donc là, la réponse, elle était libre, hein. Les gens pouvaient la rédiger librement.
Et alors, on a eu du mal à catégoriser les réponses parce qu'une fois qu'on a toutes les réponses, on essaye de les mettre dans des catégories qui se ressemblent. Là, les réponses étaient très variées, hein. Il n'y a pas eu de réponse qui recueillait la grande majorité des répondants, contrairement aux réponses suivantes, vous le verrez. Par contre, on peut dire qu'il y a deux principaux avantages qui ont été exprimés par les répondants. C'est d'une part le fait que les fertilisants issus des excréta humains participent au recyclage de la matière organique, et d'autre part le fait que cette ressource soit disponible sur le territoire. Donc ça rejoint un petit peu les intérêts hein, de la FNAB pour le sujet. Et ça permet de dessiner un petit peu un concept, celui peut-être de l'autonomie territoriale de la ferme, de l'intérêt des agriculteurs bio pour aller chercher à l'échelle du territoire des matières organiques qui parfois font des kilomètres, qui parfois ils achètent sur le commerce, enfin, des produits du commerce dont ils ne savent pas vraiment d'où ils viennent. Donc je pense que là-dessus, il y a une réponse intéressante, c'est de dire il y a un désir de relocaliser le sourcing, comme on dit en anglais, des matières organiques qu'ils utilisent. Peu de répondants à cette échelle font part de leur réticence, hein, mais c'est un petit peu la question de la suivante. Et j'ai donné quelques exemples hein, de réponses. Cycle vertueux, utiliser un fertilisant local avec des excrétas des habitants du coin, c'est plus d'autonomie. Cette utilisation me paraît logique comme l'utilisation des fumiers animaux. Donc voilà, ça c'est des réponses brutes qui donnent un petit peu plus de corps à ma présentation, je l'espère. Ensuite, on a demandé quels seraient les inconvénients potentiels à utiliser des fertilisants à base d'excréta sur votre ferme. Là encore, la réponse était libre. Et là, c'est beaucoup plus tranché et beaucoup plus facile à catégoriser. Les inquiétudes exprimées concernent principalement la présence de contaminants et le risque sanitaire de l'utilisation des fertilisants à base d'excréta. Donc ça, on va y revenir dans la suite du webinaire. Une autre inquiétude concerne l'image de cette pratique vis-à-vis du consommateur. Pour illustrer un petit peu ces deux affirmations, voilà, deux extraits, présence potentielle d'antibiotiques, hormones et pesticides liés à l'alimentation humaine et l'utilisation de certains médicaments, impossibilité de communiquer dessus, image dégradante dans la tête des gens. Donc voilà, là on voit bien s'exprimer ces deux inquiétudes. Ensuite, après cette question sur les inquiétudes, on a demandé de quelle garantie auriez-vous besoin si on vous proposait un fertilisant à base d'excréta. Et là, en fait, c'est une question qui était du coup un peu orientée par la question précédente, puisque logiquement, du coup, les principales garanties sont d'ordre sanitaire et environnemental, qui sont demandées donc par les répondants, ainsi que la nécessité d'une clarification réglementaire. C'est intéressant effectivement parce que probablement que du coup les agriculteurs répondants savent que eh bien, le cadre réglementaire n'est pas tout à fait clair. On a ensuite demandé, encore une fois, aux répondants de se mettre dans l'idée d'utiliser des fertilisants à base d'excréta et on leur a demandé sous quelle forme ils souhaiteraient les utiliser. Et donc, les formes qui sont préférées, c'est le compost et engrais solides déshydratés. Et on a proposé aux répondants de motiver leur choix. Ils pouvaient l'écrire pourquoi vous avez préféré cette forme-là plutôt qu'une autre. Et donc pour le compost, hein, la réponse principalement c'était que bah, du coup on utilise déjà du compost et donc on a déjà le matériel, on a déjà l'habitude de ce genre de produit. Et puis c'était intéressant aussi de voir que parmi les réponses, il était dit que bah, le compost ça nous intéresse parce que c'est une solution de transformation qui est simple. Et on pouvait voir qu'il y avait une sensibilité des agriculteurs bio pour cette solution simple, facile, technologiquement maîtrisée et puis qui repose sur le vivant du compostage. Ensuite, pour les réponses engrais solides déshydratés, on pouvait voir dans les raisons invoquées par les répondants qu'il y avait un besoin malgré tout en bio, en fertilisant azoté efficace et nécessitant peu de travail, hein, concentré, donc peu de travaux des champs. Et puis peut-être une remarque, vous aurez remarqué que donc les préférences sont différentes des produits utilisés. On avait les effluents d'élevage qui étaient parmi les choses les plus utilisées par les agriculteurs bio. Et là, on a une préférence pour des produits relativement transformés, hein, pas des produits bruts, donc des produits compostés ou déshydratés plutôt que bruts. Est-ce que on pourrait y voir, disons, la marque d'une forme de frein psychologique ou d'une inquiétude sanitaire à utiliser en gros des excréta humains sous une forme proche de leur forme brute et donc un désir de les transformer,
d'obtenir à la fin un produit qui soit assez loin de l'idée qu'on peut avoir de sa provenance, bah, c'est une hypothèse que voilà, je voulais juste exprimer au regard de ces résultats, mais qui reste, disons, qui reste suspendue à d'autres travaux ultérieurs éventuellement. On a ensuite demandé de manière générale quelles informations les agriculteurs et les agricultrices répondant au questionnaire voulaient avoir sur le sujet. Il y en a trois qui sont sortis. Donc d'abord, les conditions concrètes d'accès à ces fertilisants et à la possibilité de les utiliser. Bah ça va être un petit peu l'objet des présentations de la fin, puisqu'on va présenter des cas pratiques où des acteurs sur le terrain ont essayé de mettre en œuvre des filières de valorisation des biodéchets, pardon, des excréta humains. Ensuite, on a des questions sur la valeur agronomique. Donc ça, c'est peut-être un sujet qu'il va falloir qu'on retravaille et sur lequel on va pouvoir faire des productions ultérieures. Et ensuite, il y a les risques sanitaires et environnementaux qui sont réévoqués, qui sont un petit peu voilà, en creux, hein, toujours dans les réponses des répondants. Et là, pour le coup, on va pouvoir les évoquer tout de suite puisque ça fera l'objet de la deuxième présentation d'aujourd'hui. Voilà, il est 10h30. J'ai pas encore fini complètement, donc je bientôt fini. Simplement pour dire que les autres modalités d'enquête dont je vous ai parlé, donc les entretiens, etc., la consultation de la FNAB de manière plus générale, n'ont pas contredit du tout les résultats du questionnaire. Elles les ont plutôt éclairés ou complétés. Dans les entretiens, il y a un point qui a été évoqué, peut-être qu'on n'a pas donné sa place dans le questionnaire à ce sujet, mais c'est la question du prix. Je me souviens d'un de céréaliers qui me disait, bah en fait, moi, on vient me voir parfois avec des produits très innovants, mais le problème, c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher que ce que je trouve sur le marché et qui ne me propose pas une efficacité plus grande et que bah, le poste de dépense fertilisation, c'est un poste de dépense qui fait la différence dans mon bilan à la fin de l'année. Donc, d'une certaine manière, je n'irai pas, même si je trouve que c'est mieux sur le plan des valeurs, parce que bah, ma ferme risque d'être fragilisée sur le plan de la rentabilité. Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, il y a l'image du consommateur, hein, qui a été aussi beaucoup évoquée. Et j'ai essayé de résumer en une phrase tout ce que je viens de dire pour ceux qui n'auraient pas suivi ou ceux qui viennent d'arriver. En gros, les résultats de notre enquête, on peut les résumer dans la phrase suivante, hein. Oui, les agriculteurs bio semblent intéressés par l'utilisation de fertilisants amendements à base d'excréta humains, mais ils ne seraient pas contre un surcroît d'informations et de garanties pour être complètement convaincus. Voilà, c'est un peu une réponse qu'on ne pouvait pas avoir avant de faire cette enquête. Et aujourd'hui, c'est sur cette base-là, c'est sur un peu la base de cette phrase, de cette affirmation, que le réseau FNAP va essayer d'avancer. Voilà, je vais du coup laisser la parole à Émilie pour un petit peu l'animation des questions du public, soit les mains levées, soit dans le chat. Émilie, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas? Alors, il y a une question dans le chat sur le produit Topi, je ne sais pas comment Oui. on prononce. Mais Isabelle de l'ADEME a répondu en fait. Donc la question, c'est est-ce que le produit Topi fait partie des annexes du règlement bio? Et Isabelle a répondu, pour Topi, c'est bien du biostimulant, pas de l'urine en soi. Donc je ne sais pas s'il y a un complément de réponse à apporter à cette question. Non, je peux juste te dire que typiquement, hein, c'est assez illustratif du fait que bah, la catégorie n'existe pas et c'est d'autres catégories qui permettent des utilisations. Mais encore une fois, le produit en l'occurrence dont il est fait mention là ne se vend pas comme urine à destination fertilisante, hein. C'est bien un biostimulant, si je me trompe pas, racinaire, hein. Et donc, c'est pas pour la teneur en azote et en éléments fertilisants qu'il est utilisé, hein, mais c'est pour plutôt sa capacité à activer la vie du sol. Donc voilà, et puis du coup, il y a Marine qui lève la main pour peut-être Oui, complément d'information. Ouais. Oui, c'était pour dire que par ailleurs, il y avait un urinofertilisant, un premier qui a employé, qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché en France, comme ça a également été souligné dans le chat par Olivier Saison. Euh, Par contre, là, moi, je ne sais pas si, une fois que cette autorisation de mise sur le marché est obtenue, c'est utilisable en bio.
pas très sûr de cela. Bah, ça dépend si effectivement le produit, par ailleurs, est dans une catégorie de par son autorisation de mise sur le marché qui est mentionnée dans la liste des produits utilisables en bio. Bon, là, on rentre dans des détails techniques et juridiques assez poussés, mais en gros, tout ça, ça va faire l'objet de travaux dans la suite. Émilie, Oui, il y a une autre question qui est sur la position d'EcoCert sur le sujet. Est-ce qu'on la connaît? alors, EcoCert n'a pas de position à ma connaissance sur le sujet. Et si je puis d'ailleurs donner un complément de réponse, ce qui va compter, c'est surtout disons, le droit, ce qui est écrit dans les textes, ce que l'on peut en déduire et éventuellement la position, je dirais, de la France, de l'INAO, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Environnement, sur cette question, de savoir si c'est une opportunité et du coup, s'il y a du sens à faire une proposition de modification du règlement, de clarification réglementaire à l'échelle européenne. Évidemment, les organismes de contrôle comme EcoCert, mais il y a EcoCert, il y a Veritas, hein, il y a d'autres, voilà, il y a plusieurs organismes de contrôle euh, qui ont la même mission en France, elle est intéressante, je dirais, pour leur capacité et leur pratique du terrain. Mais sur le sujet, moi, je discute avec EcoCert, mais il n'y a pas de position à proprement parler sur le sujet. À nous, en fait, de construire hein, notre appréhension de la question et je dirais, si le règlement évolue, les organismes certificateurs l'appliqueront. Il y a des remarques hein, qui fusent dans le chat à ce sujet. Quelqu'un qui dit EcoCert refuse de valider l'autorisation d'utiliser l'urine comme fertilisant chez nous. Quelqu'un d'autre qui dit mon certificateur AB chez EcoCert m'a dit non pour l'utilisation d'urine. Quels sont les leviers de déblocage? Bah, j'imagine que la réponse est un peu dans ce que tu viens de dire, Félix, c'est la question de la réglementation, quoi, Tout à fait. Alors, en fait, qu'il peut-être faut j'ai mal clarifier. répondu. Peut-être que j'ai mal répondu à la question précédente, mais effectivement, donc aujourd'hui, comme je le disais au début, dans la plupart des cas, il semblerait que c'est non de la part des organismes certificateurs. Mais donc, je précise que ça peut être EcoCert ou d'autres. Euh, Parfois, on a des cas où ça a pu être toléré, notamment pour des auto-utilisations, c'est-à-dire, voilà, j'utilise l'urine de mon propre ménage et donc c'est pas un intrant, c'est pas mis sur le marché. Donc voilà, il y a des ambivalences et il y a des organismes certificateurs qui estiment qu'effectivement, on n'est pas sur une pratique qui est enfin, qui est contraire au principe de la bio. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que la position la plus classique, ça va plutôt être de refuser. Mais encore une fois, voilà, je reprécise que ce n'est pas EcoCert qu'il va falloir qu'on convainque d'une certaine manière, parce qu'EcoCert ne fait rien qui n'est pas écrit dans un règlement. Donc il va falloir qu'on fasse bouger les lignes au niveau réglementaire si on veut que ça avance. Mais ça, c'est le boulot de la FNAB de proposer des choses et c'est le boulot des pouvoirs publics. Ensuite, je crois savoir qu'il y en a quelques-uns qui sont autour de la table, de se saisir de cette question et éventuellement de proposer des évolutions réglementaires au niveau européen ou français. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main qui s'appelle Daniel Domingo. Est-ce que votre question est sur ce sujet en particulier? Parce que du coup, sur cette question de la réglementation, les questions fusent un peu dans le chat. Oui, c'est sur ce sujet, en Oh, fait, bah, très bien, allez-y alors. oui, je voulais savoir si les démarches d'autorisation de l'utilisation de l'urine et des excréta humains que vous avez l'air de mettre en place ne concernerait que des produits euh, préparés, industriels, ou si ça pourrait concerner aussi, ou si vous travaillez aussi sur une production artisanale, comme on fait des purins d'ortie, des choses comme ça, et que les paysans pourraient s'approprier eux-mêmes et ne pas passer par une dimension industrielle pour l'utilisation. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de choix de la part de la FNAB sur un produit en particulier et un process en particulier. Et du coup, il y a aucune exclusion pour des produits qui seraient artisanaux et produits à la ferme. Par ailleurs, on est un réseau qui représente des paysans et des paysannes bio. Et l'objectif, hein, c'est quand même d'améliorer l'autonomie. Donc, c'est pas de favoriser ou de surtout de se concentrer exclusivement sur des produits qui seraient vendus par des tiers, donc metteurs en marché de produits fertilisants. On va pas non plus interdire la mise en marché, mais en tout cas, on aura à cœur effectivement que les solutions puissent
être dans les mains des paysans. Ça vaut d'ailleurs pour le compostage de biodéchets, ça vaut pour les effluents d'élevage, ça vaut pour en fait tout le système de la ferme, hein, et de comment on gère la fertilisation et la fertilité des sols. Ça répond à votre question, Monsieur Domingo? Oui. J'en avais une autre, mais parce que ça concerne plus les effets sanitaires, en fait, c'est quelque chose qu'on va aborder plus tard, Oui, c'est ça? tout à fait. Très bien. Alors, il y a une question encore complémentaire à ce sujet. Quelqu'un qui demande est-ce que dans la réglementation socle commun MFSC, je ne sais pas de quoi il s'agit, avez-vous des infos sur l'échéance? Alors ça, c'est vraiment le secret des dieux, là. Non, non, je n'ai pas d'infos là-dessus, malheureusement. Je me permets Je pense d'intervenir, que Laurent même, Forêt, parce que je même rapproche les de la ministères DGL savent et je pas. viens de poser la question. Alors, Euh, Laurent, oui. je viens de poser la question à Nicolas Thévenin, la DGL, et qui me dit que d'un point de vue administratif, les textes sont prêts. Voilà, donc là, il doit les envoyer. Enfin, c'est en discussion interministérielle, donc ça doit refaire un tour des trois ministres de tutelle qui sont concernés, environnement, agriculture et économie. Suite à ça, ça doit Commission européenne. Donc là, il y a un délai de 3 mois pour les jeux de questions-réponses. Donc, d'un point de vue purement objectif, ça ne paraîtra pas avant le mois de juillet, quoi. Ok, je me permets de clôturer sur ce sujet qui est un peu hors champ du Mm. webinaire. Mais merci Mm. Laurent pour la réponse précise et documentée. Et bonjour au passage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Émilie? Oui, il y a deux autres questions. Une question qui consistait à dire, est-ce que AZF produisait de l'engrais azoté de synthèse? Non, AZF produisait de l'engrais azoté de synthèse. Il y a plus d'autres productions en France? Je suis pas sûre de comprendre cette J'ai pas question. compris la question, Moi non effectivement. plus. Je peux Alors, intervenir si vous voulez, parce que j'y ai Marine l'a répondu. compris. La question, c'était est-ce qu'il y a encore de la production d'engrais azotés en France, Ah oui. Ah oui. au-delà de l'histoire d'ACDF, azote, fertilisant, Toulouse, tout ça. Et donc oui, il y a toujours de la production d'engrais de synthèse azotée en France, mais elle repose principalement sur une matière première qui est le gaz, qui est elle essentiellement importée. Donc dans les deux cas, ça repose fortement sur des importations, que ce soit les engrais ou le gaz qui sert à les produire. Au passage, je précise qu'on a grandement augmenté notre dépendance aux engrais d'importation russe depuis la guerre en Ukraine. Bonne Donc, nouvelle. c'est QFD. Voilà. Donc, ce qui se joue, hein, sur l'utilisation de ce genre de produit, c'est aussi réduire notre dépendance géopolitique à des pays vis-à-vis desquels on a quelques conflits. Une question qui va peut-être, dont la réponse va peut-être se trouver dans la suite du webinaire. Tu nous diras, Félix, est-ce qu'il y a des études sur les potentiels risques sanitaires de l'utilisation des excréta humains en brut et compostés? La réponse va être donnée par Marine Legrand dans le cadre d'une Ok. présentation qu'elle va nous faire dans 2, 3 minutes, là. Enfin, une autre question, est-ce qu'on parle aussi de boues de stations d'épuration dans les excréta humains ou de matières brutes collectées sèches? Alors, d'abord, en bio, les bouts de station d'épuration sont interdites et elles doivent le rester. C'est pas un sujet, en tout cas, dont il est question aujourd'hui. Donc, ce dont on parle, si on parle d'une utilisation en agriculture biologique, c'est d'une séparation à la source de l'urine et des matières fécales. Alors, est-ce qu'on parle de produits secs ou pas? Bah, pour le coup, l'urine, elle peut être utilisée sous forme traitée mais liquide. On peut aussi la transformer au point d'avoir un produit déshydraté. Mais si je ne me trompe pas, du coup, ça implique des enjeux techniques et des investissements dans des outils bah, du coup, qui réduisent le caractère artisanal. On peut faire plein de produits différents. Et ça, on va d'ailleurs un petit peu le voir d'ailleurs avec Marine. Émilie, Euh, peut-être une dernière question. Bah, il y a Marine Legrand qui lève la main, mais c'était peut-être juste pour répondre aux questions. Alors, sinon, il y a Charlotte du CIVAM 64 qui a levé la main. Oui, bonjour. J'avais posé une question dans le chat, mais il y en a beaucoup. Et du coup, c'était plus par rapport euh, aux essais, quelles possibilités on a maintenant pour faire des essais sur la fertilisation azotée via l'urine. Bah, aujourd'hui, c'est pas bien clair, mais c'est
probablement quelque chose qu'on va demander donc dans les mois et dans les années à venir, hein, d'avoir des possibilités de tester, d'expérimenter à l'échelle des fermes, dans la mesure où on respecte un certain nombre voilà, de critères de traitement, d'innocuité, etc. Enfin, ça, on verra bien. Mais ensuite, sur les réglementations éventuellement plus d'exception qui peuvent s'appliquer à des essais en station expérimentale ou autre, là, je vais pas être compétent pour vous répondre si c'est possible ou pas, parce que bah, je connais pas vraiment le. Je sais qu'il est possible parfois d'utiliser des choses pas autorisées, il me semble, hein, dans le cadre d'essais par des personnes qui ont l'agrément pour le faire, mais là, je vais être moins compétent. La question, en tout cas, de Oui, l'essai par l'agriculteur sur sa c'est ça. ferme, Sur sa là, ferme en pour le bio, c'est ça. coup, bah, du coup, on va retomber sur la question réglementaire, c'est est-ce que l'organisme certificateur est d'accord? Dans 9 cas sur 10, il va pas être Non. d'accord. Voilà. Donc ça va être à nous de proposer à l'INAO, et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, hein, de proposer des choses à l'INAO, Mm. donc de proposer soit une interprétation, soit une évolution du règlement. Enfin voilà, donc là Ok. c'est. Donc, pour le moment, par exemple, parce on est dans un projet là qui démarre maintenant avec un collège qui permet de stocker de l'urine du coup des écoliers. Et donc pour l'instant, on ne peut pas commencer à utiliser cette urine. C'est plutôt ça ma question, Alors moi, je ne donne pas les réponses clairement. Oui, qui doivent être données c'est par les organismes d'accord. certificateurs, Oui, mais on peut en rediscuter peut-être d'accord. par ailleurs, oui, oui. Carrément, avec plaisir. Ben, en tout cas, nous, Merci. c'est dans notre idée de développer des projets de ce type-là. Mais Mm, effectivement, on ne peut pas le faire dans une friche réglementaire comme celle dans laquelle on est aujourd'hui. d'accord. Merci. Est-ce qu'on Ok. a le temps encore pour des questions? Il y a deux questions. Bon, allez, on va le prendre. On n'a que 3 minutes de retard pour l'instant, donc ça va. Ne peut-on pas utiliser le dispositif France Expérimentation qui est fait pour ça? Là, je ne peux pas répondre parce que je connais pas, mais du coup, je le note. Et si parmi les intervenants, il y a des gens qui ont des idées là-dessus. Ensuite, peut-être l'ultime question, connaît-on les différentes compositions entre les différentes compositions et apports entre urine et matière fécale? Alors, Alors, il y a quelqu'un qui a répondu quand même dans le chat, parce qu'en fait, les gens posent des questions et les gens se répondent dans le chat. Donc, la réponse qui a été apportée, c'est oui, les compositions sont connues. La majorité de l'azote est dans l'urine. Et le phosphore est réparti presque à 50-50 entre l'urine et les matières fécales. Est-ce que tu as un complément de réponse à faire à ça, alors Félix? non, parce que je pense que les personnes qui donnent ces réponses sont bien plus compétentes que moi sur ces compositions. Peut-être que ça va être l'objet de questions qui pourront intervenir après la présentation de Marine, parce que Marine va nous parler de ces matières, de ce qu'elles contiennent et qu'on ne voudrait pas qu'elles contiennent, et peut-être que dans les questions, vous pourrez aussi poser des questions sur ce que l'on veut qu'elles contiennent. Je pense que c'est une séquence qui peut aussi servir un petit peu à tout ça. On va s'intéresser en détail à ce que l'on sait de ces matières. Je vous propose qu'on enchaîne pour tenir Il n'y a le plus de timing. questions. Bah, il n'y a plus de On est bien. questions en plus, c'est Donc, parfait. c'est parfait. On va pas les inventer. Et donc, bah, du coup, Marine, tu m'as piqué le partage là, je vois. Bah, très bien. Écoute, à toi maintenant pour ta présentation. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter rapidement, donc Marine Legrand, chargée de recherche au laboratoire Eau Environnement Système Urbain de l'École nationale des ponts et chaussées. Donc, je contribue depuis 6 ans au programme OCAPI qui s'intéresse donc au devenir des excrétas humains dans l'époque contemporaine et aux modes de gestion alternatifs au tout à l'égout, compte tenu de tous les problèmes environnementaux qui ont été soulignés par Isabelle Desportes en introduction, donc on ne va pas y revenir. Ici, donc moi je suis biologiste et anthropologue de formation, je ne suis pas chimiste, mais je vais principalement vous parler ici des éléments indésirables dans les engrais issus des excrétas humains pour répondre à l'un des sujets de préoccupation principaux qui avaient été soulignés dans l'enquête que nous avons accompagnée auprès de la FNAB cette année avec mon collègue Florent Brun. Voilà. Alors, je vais revenir d'abord sur le panorama des indésirables qui se trouvent dans les matières fertilisantes utilisées en bio. Donc, d'une part, dans les lisiers et fumées, les préoccupations principales elles vont concerner les résidus médicamenteux, antibiotiques, anti-inflammatoires qui peuvent être pris par les animaux d'élevage, antibiotiques qui vont également avoir comme conséquence de participer à la diffusion dans l'environnement de gènes d'antibiorésistance.
Ensuite, la question des pathogènes, on va plutôt la retrouver dans les lisiers fumés, mais également potentiellement dans les biodéchets. Donc, il y a des vigilances de ce point de vue-là. Dans les biodéchets, on a d'autres indésirables qui sont les inertes, alors principalement les plastiques, qui en fait ne sont pas du tout des inertes, hein. Ce sont des matières extrêmement réactives. Enfin, dans les phosphores miniers, qui sont relativement peu utilisés, si je comprends bien, en bio, mais les roches phosphatées brutes peuvent être utilisées. Ici, on peut avoir des éléments traces métalliques tels que le cadmium, voire dans certains cas l'uranium. Alors, éléments traces métalliques, donc métaux lourds, qu'on retrouve aussi dans certains cas dans les biodéchets, typiquement le plomb, il me semble. Alors ici, on ne parle pas des bouts de station d'épuration qui présentent tous ces risques-là, mais de toute façon, c'est interdit en bio. Maintenant, je vais revenir sur les différents produits fertilisants qui peuvent être obtenus à partir des urines et matières fécales humaines. Alors, rapidement, je ne vais pas entrer fortement dans les détails ici. Donc on regarde les choses de façon distincte. L'urine peut être traitée de différentes manières. Le traitement le plus simple, c'est le simple stockage. Et puis derrière, on a différents procédés qui vont consister à stabiliser l'azote, qui est volatile, donc en solution, et ou à concentrer les urines pour obtenir des effluents moins dilués et donc plus efficaces du point de vue des techniques d'épandage. Donc on va obtenir différents produits qui peuvent être dilués, concentrés, solides ou liquides. Du côté des matières fécales ou bien des matières de toilettes sèches quand on utilise des toilettes sèches unitaires, là on va se tourner vers des techniques qui sont relatives au compostage. Alors indirectement, on sait qu'aujourd'hui la méthanisation se développe à grande échelle hein, pour le traitement des biodéchets. Ici, on s'y intéresse pas tellement, enfin en tout cas dans le contexte français, ça se développe pas tellement pour la gestion des excréta. Ou alors éventuellement à petite échelle, à l'échelle de la microméthanisation, c'est des choses qui existent aussi, donc citons-les, qui vont aller permettre de récupérer du gaz. Donc derrière, dans ces cas-là, on obtient des digestats. Voilà. Donc d'un côté, des engrais solides, liquides issus de l'urine, de l'autre côté, des composts, qui peuvent être mixtes avec les biodéchets. Déchets verts, déchets alimentaires. Donc, les éléments indésirables qu'on va aller rechercher dans ces différents produits ne sont pas les mêmes. Du côté des fertilisants issus de l'urine, les éléments principaux qui vont être l'objet de préoccupation vont être les résidus médicamenteux et la question de l'antibiorésistance. Alors ici, soulignons qu'il y a des produits de consommation courante qui ne font l'objet d'aucune précaution réglementaire particulière, telle que la caféine, la nicotine ou encore le chlorure de sodium, mais qu'il faut avoir en tête puisque bah, ça peut avoir des effets agronomiques également. Du côté des composts, on va plutôt être préoccupé par la question des pathogènes qui sont dans les matières fécales au départ, ou éventuellement dans les déchets alimentaires, et puis les plastiques qu'on peut retrouver dans les, dans les matières de toilettes sèches en fonction des contextes de collecte. Voilà, donc maintenant les travaux qui ont été menés en lien avec le programme OCAPI se sont intéressés principalement aux résidus médicamenteux, alors on regarde toujours la caféine en même temps, l'antibiorésistance et les pathogènes. On va parler des pathogènes d'abord parce que c'est des sujets qui font l'objet de travaux depuis longtemps, qui sont mieux connus et qui sont bien maîtrisés maintenant. Et avant d'en venir là, donc je vais refaire un panorama de ce qu'il advient quand on épand des fertilisants issus des excréta humains sur un champ, et donc ce qu'il advient potentiellement des éléments indésirables qu'on aurait amenés avec. Tout ça est théorique, hein. Donc, quand on épand un fertilisant, eh bien, les apports, ils vont potentiellement provoquer des ruissellements. Donc là, ça va rejoindre le milieu aquatique. Ils vont se mêler à la solution du sol, interagir avec sa microbiologie, potentiellement percoler vers les eaux souterraines. Et derrière, on peut avoir des effets de stockage, de restitution, d'assimilation par les plantes, euh, qui derrière conduiraient à un export vers les systèmes alimentaires. Donc, on va regarder ces trois compartiments-là dans nos travaux. Le compartiment plantes et export vers les systèmes alimentaires, il y a eu des travaux de menés depuis les années 2010 dont les conclusions à ce stade disent que si on épand les fertilisants issus des excréta dans des quantités qui correspondent aux besoins des plantes, alors le risque d'accumulation dans les plantes et d'export vers le système alimentaire est vraiment extrêmement faible. Alors tout ça demande à être confirmé par des études à long terme, mais voilà, c'est pas tellement là qu'on va avoir les sujets de préoccupation les plus forts, compte tenu également des autres sources de contamination du système alimentaire. Donc il s'agit dans les travaux qu'on mène plutôt de se préoccuper donc bah, de qu'est-ce qu'on met sur les sols et est-ce que ça y reste ensuite. Voilà. Maintenant, venons-en à la question des pathogènes et ensuite j'aborderai la question des micropolluants et celle
l'antibiorésistance. Pour les pathogènes, on va distinguer ce qui concerne les matières fécales, les toilettes sèches, et d'autre part ce qui concerne les urines et les urinofertilisants. Donc, les fécès sont la voie de transmission principale des pathogènes qui sont issus du système intestinal. Et on a une vigilance particulière ici par rapport à des effluents d'élevage, puisqu'on est dans de la transmission d'humain à humain. On a les mêmes pathogènes, les mêmes corps, et donc ça a des risques supplémentaires par rapport à des effluents bovins ou ovins ou, porcins. Alors, différents types de pathogènes, donc les bactéries, typiquement les entérocoques fécaux, des virus, ceux qui sont responsables des gastro-hivernales par exemple, et puis des parasites, Ascaris, Ténia, etc. Donc, à ce stade, on considère que le compostage a un effet hygiénisant, c'est-à-dire qu'il permet de détruire les pathogènes présents via trois activités, la montée en température, le stockage, parce qu'on a des compostages dont les durées de stockage sont recommandées sur des périodes de 18 à 24 mois pour ce qui est du compost de matière de toilette sèche à l'échelle domestique, et l'activité biologique, donc la microbiologie du compost. Donc aujourd'hui, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé considèrent que quand on est à l'échelle domestique, donc ça c'est une réponse pour les personnes qui déjà souhaitent utiliser des excrétas issus de leur propre toilette sèche euh, dans leur jardin ou dans leur champ. Donc on a un temps de compostage qui est recommandé de 18 à 24 mois, ce qui est beaucoup plus que pour des déchets alimentaires. Alors 24 mois, c'est quand le compostage est mené de façon approximative. On se dit qu'au bout de 2 ans, au moins de toute façon, le simple stockage aura déjà détruit les pathogènes. Donc derrière, j'ai écrit ici logique multibarrière, mais c'est pour on va parler des précautions d'hygiène élémentaires quand on manipule des excrétas humains, bien sûr. Maintenant, dans les urinofertilisants, on a quelque chose d'un petit peu différent parce que les urines sont considérées comme faiblement contaminées par rapport aux matières fécales, sauf dans le cas particulier des lixiviats de toilettes sèches. Par exemple, quand on a des toilettes à tapis roulant, les urines vont aller euh, s'écouler sur un tapis roulant qui aura reçu des matières fécales ou quand elles vont aller percoler dans le composteur et qu'on va récupérer les lixivias ensuite. Donc là, elles vont être plus fortement contaminées. Donc dans le cas d'urine faiblement contaminée, donc je ne parle pas des lixivias ici, le simple stockage suffit à détruire la plupart des pathogènes. Donc on en revient ici aux recommandations de l'OMS. Alors, en climat tempéré, et si on veut l'utiliser derrière sur des cultures alimentaires, le ceinture et bretelle, c'est de dire qu'il faut la stocker au moins 6 mois. L'effet hygiénisant, il est permis par l'augmentation du pH. Ça devient basique de l'urine qu'on stocke, et puis par la présence d'ammoniac dans l'urine, qui est un désinfectant en soi. Maintenant, la logique multibarrière pour l'urine, on va la regarder d'une manière un peu spécifique. Bon, bah, il y a une première barrière qui est d'avoir séparé les urines des fécès déjà au départ. Puis donc la question du stockage et du traitement dont je viens de parler. Et puis derrière, bah, au niveau de l'application au champ, différentes précautions qui vont pouvoir être faites, et bah, notamment, typiquement, de ne pas épandre des urinofertilisants sur des parties comestibles de plantes qui vont être consommées crues. Voilà. J'en viens maintenant à la question des résidus médicamenteux, donc micropolluants d'origine pharmaceutique. Donc on se pose la question de leur devenir dans l'urine humaine, dans les fertilisants issus de l'urine et puis dans les sols. Donc nous, ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur ces sujets-là. Les résultats principaux dont on dispose aujourd'hui et que je vais présenter à la suite sont issus du programme AgroCapi. L'année prochaine, on pourra aller plus loin puisqu'il y a 2 projets de recherche, Urinagri et Durinagri, qui ont été menés depuis. Euh, et puis une étude locale dans le cadre du programme Colos dans la région de Lyon. Donc ces projets visent en premier lieu à établir une liste de molécules cibles, puis à évaluer les concentrations de résidus médicamenteux, mais aussi de leur métabolisme, c'est-à-dire le produit de leur dégradation dans l'organisme humain, dans les urines, évaluer l'efficacité de différents types de traitements, et enfin, tâcher de suivre l'accumulation dans les sols et également la dissipation qui peut s'y produire. Alors, j'ai mis un petit caga qui dit «et moi» ici parce qu'il est beaucoup plus difficile de mener des travaux de recherche sur les résidus pharmaceutiques présents dans les matières fécales et les produits qui en découlent, parce qu'il y a assez peu de laboratoires qui sont prêts à travailler sur les matières fécales humaines pour des raisons sanitaires, aussi pour des raisons d'image, pour des raisons symboliques. Pour des raisons peut-être de nuisance également. Et puis c'est beaucoup plus difficile à financer. Il y a peu de financeurs qui veulent financer des travaux sur ce sujet-là. Donc c'est plus complexe. Pour autant, les résidus pharmaceutiques vont être principalement présents dans les urines puisqu'ils sont évacués
essentiellement par les reins dans le corps humain. Donc c'est assez logique de travailler sur l'urine. Donc concernant les médicaments, les composés qui ont été explorés, donc on a des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antalgiques, typiquement paracétamol, aspirine, des neuroleptiques, typiquement Lexomil. Euh, je donne des marques là, antiparasitaires, diurétiques, et puis donc les hormones de synthèse contraceptives, ainsi que quelques bactéricides désinfectants, mais ça c'est ceux qu'on peut utiliser dans les urinoirs. Quelques points délicats liés à cette analyse, une absence de données au final dans les analyses pour certains composés, notamment pour les hormones, parce que les méthodes utilisées pour les détecter n'étaient pas très sensibles. Alors les hormones, c'est des molécules qui se dégradent assez vite par rapport à d'autres, mais pour autant, ici, on n'a pas de données sur les hormones, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement absentes, c'est des recherches qui doivent être poursuivies. Par ailleurs, il est difficile d'aller travailler sur cette question des micropolluants dans les sols, hein, puisque dans les sols, il y a une diversité de molécules énorme, et puis on est sur des composés organiques, donc si on essaye d'enlever toutes les molécules du sol, ben, on a du mal à conserver les molécules qui nous intéressent. Donc c'est plus difficile, on arrive à mesurer seulement ce qu'on arrive à extraire finalement. Donc à poursuivre. Donc je vais présenter quelques résultats qui sont issus d'AgroCapi, qui montrent que donc, dans les urines après stockage, on a toujours des résidus pharmaceutiques. Alors ceux qu'on retrouve en quantité les plus importantes vont être l'aspirine, le paracétamol et la caféine. Donc voilà, en fonction des échantillons, on voit que les concentrations peuvent être différentes. Après traitement, par exemple, après fermentation ou après traitement au charbon actif, on voit que la quantité, la diversité de molécules diminue et que leur concentration diminue. Alors c'est particulièrement vrai pour les charbons actifs. On était sur des concentrations de l'ordre par exemple, du millier de microgrammes, enfin du milligramme pour l'aspirine. Et ici, du coup, on a fortement abattu les taux. Donc, c'est particulièrement les traitements type charbon actif qui vont être efficaces pour aller diminuer, voire supprimer les micropolluants. Maintenant, sur la question du devenir dans les sols, donc les travaux qui ont été menés dans AgroCapi, ils sont pas assez, ils n'ont pas une profondeur historique assez grande pour pouvoir nous donner des résultats définitifs. Les hypothèses à ce stade, c'est de dire qu'il y a une dissipation dans les sols, mais qu'il faut mener des essais de longue durée pour voir ce qu'il en est plus précisément. Alors, il y a quelques essais qui ont été menés ailleurs en Europe depuis plus longtemps, qui montrent à ce stade, semblent montrer que, il y a une très faible accumulation dans les sols et que les molécules ont tendance à être dissipées dans les sols. Et il est probable hein, que la dégradation en fait, des résidus pharmaceutiques soit plus efficace dans les sols que dans l'eau, où ils se retrouvent aujourd'hui à la fin des systèmes d'assainissement, du fait c'est en anaérobie et il y a une activité microbiologique beaucoup plus importante. Pour finir, quelques mots sur l'antibiorésistance. Donc, il y a effectivement des gènes d'antibiorésistance dans les urinofertilisants qui peuvent derrière se diffuser dans l'environnement, comme dans les autres effluents d'élevage, si j'ose dire. Par contre, certains traitements permettent de les faire disparaître, partiellement ou entièrement, en fonction des gènes considérés, tels que la fermentation. On retrouve ici les charbons actifs ou l'absorption de l'urine sur chaud-sang. Donc, en conclusion, au point où on en est, on considère qu'il faut encore approfondir les connaissances, d'une part donc sur les hormones, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit aussi d'élargir les quantités d'échantillons qu'on étudie pour confirmer les données sur les effets des traitements. Il s'agit d'étudier plus précisément les composts et enfin de poursuivre à plus long terme les travaux sur le devenir dans les sols et éventuellement les transferts vers les aquifères. Il s'agit aussi de se mettre en perspective par rapport aux autres fertilisants, puisque les fertilisants déjà utilisés en bio contiennent des indésirables dans des proportions relativement peu connues des utilisateurs finalement. Et il s'agit donc de travailler sur les fertilisants issus des excréta humains en pesant leurs différents avantages et leurs inconvénients pour se mettre en capacité de choisir. Donc nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'éclairer le débat. Donc, pour mener ce débat, il convient certainement de tenir compte de l'ensemble du système dans lequel on se situe, donc la production agricole en lien avec la gestion des excrétas actuelle et celle qu'on pourrait mener de façon plus sobre et circulaire, euh, qui est toujours connectée donc avec les sols et les milieux aquatiques. Quels effets nos pratiques auront-elles sur les sols et les milieux aquatiques en fonction des trajectoires que nous choisissons. Donc tout ça, c'est un débat qui est mené collectivement en tenant compte des connaissances disponibles et donc on s'attache
à lever les points d'ombre et à élargir ces connaissances-là pour répondre aux attentes hein, des acteurs comme ceux de ce réseau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marine, pour ta présentation et d'avoir tenu le temps. Du coup, ne partage pas l'écran pour l'instant. Et du coup, Émilie, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou des mains levées? Alors, on ne t'entend pas, Émilie. Il n'y a pas de main levée, mais deux questions. Une première, quel est l'effet du lombricompostage sur les pathogènes? Alors, Marine, je te laisse. Oui, le lombricompostage, l'activité des vers de terre, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie des activités du compost qui ont un effet de destruction sur les pathogènes. Donc dans l'intestin des vers de terre, les pathogènes vont être dégradés également. Donc ça fait partie des activités qui participent à la dégradation des bactéries, des virus, des parasites. Deuxième question, les molécules des chimiothérapies ne sont-elles pas testées dans les résidus? Et non, parce que travailler sur des molécules de chimiothérapie, ça demande des autorisations euh, très particulières. Donc tous les laboratoires ne sont pas en mesure de le faire. Mes collègues compléteront si besoin, parce que ce sont des molécules extrêmement toxiques à manipuler. Donc on est dans un peu une impasse de ce point de vue-là. Alors ce ne sont pas les médicaments les plus courants, mais c'est un point à approfondir. Daniel Domingo a sa main levée. Oui, j'ai plusieurs questions en fait. La première, c'est sur le stockage de l'urine. Est-ce qu'il faut la stocker en aérobie ou essayer d'être en anaérobie pour le stockage pour qu'il y ait une efficacité? Et parallèlement à cette question, je voudrais, parce que ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il n'y avait pas d'exportation des pathogènes vers le système alimentaire. Et que aussi, vous disiez que les urines n'avaient quasiment pas de pathogènes. Du coup, je ne comprends pas à quoi sert le stockage. Le temps de Alors, stockage, s'il n'y a ouais. pas de pathogènes et qui ne sont pas exportables vers le système alimentaire, quel est l'intérêt par rapport à utiliser de l'urine fraîche? Ok. Alors, pour le stockage de l'urine, la première question, donc il convient de la stocker avec un minimum de contact avec l'air pour éviter la volatilisation de l'azote, ce qui emmènerait de l'ammoniac dans l'atmosphère. Et donc, ça, ça enlèverait l'azote de l'urine alors qu'on veut le mettre dans les sols à la fin. Donc, éviter le contact avec l'air. Pour ce qui est des pathogènes dans l'urine, donc peut-être que effectivement il y a eu un. Je suis allée un petit peu vite à un moment. Alors, les urines, quand elles sortent du corps humain, sont très faiblement contaminées. Elles peuvent contenir des bactéries. Dans le cas en particulier, on a une infection urinaire, une chose comme ça, mais des bactéries pathogènes, je veux dire. Et, euh, et il peut y avoir un peu de contamination avec les fesses. Ensuite, donc le stockage, il va permettre d'éliminer ces quelques pathogènes-là qui reste dans l'urine malgré tout. Elle n'est pas complètement stérile, pas complètement dénuée de pathogènes, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup moins que dans les matières fécales, quoi. Euh, voilà. Et ensuite, concernant l'export vers le système alimentaire, quand j'ai dit qu'il y avait peu d'export vers le système alimentaire, je parlais des résidus pharmaceutiques. C'est-à-dire que quand on met des urinofertilisants sur un champ, de manière répétée, on récolte les plantes et qu'on analyse dans ces plantes qu'est-ce qu'il reste dedans comme micropolluants d'origine médicamenteuse, on n'en trouve pas. C'était ça que je voulais dire. Par contre, pour les pathogènes, si jamais on prend de l'urine brute qui n'a pas été hygiénisée, qu'on l'épand comme engrais, sans avoir pris de précaution et qu'il y a des pathogènes à ce moment-là, ou des compostes de matière fécale encore plus. Si on épand des compostes de matière fécale sur des plants de tomates, qu'il y a des éclaboussures, qu'on n'a pas fait les choses proprement et qu'ensuite on mange ces tomates, bah là on se contamine, quoi. Il y a un problème, enfin on peut se contaminer. Donc il y a pas de, là pour le coup, il n'y a pas d'export si et seulement si on a correctement hygiénisé les matières au départ. Si Marine, une question, enfin je vais regrouper deux questions sur l'usage du charbon actif. Comment se passe le traitement au charbon actif? Que fait-on du charbon actif utilisé et contaminé? Comment applique-t-on un traitement par fermentation, charbon actif ou chaux-cendre?
Alors, on a deux types de traitements ici. Donc, les charbons actifs, donc c'est des filtres à charbon qui vont être utilisés pendant un certain temps, qu'après on peut potentiellement régénérer, mais sinon, oui, ça fait des déchets qu'il faut pouvoir traiter. Euh, Mes collègues pourront peut-être compléter sur qu'est-ce qu'on fait des charbons actifs une fois qu'on s'en est servi. Parce que j'ai pas la réponse ici. Je complète juste sur chaud cendre. Donc, c'est des systèmes qui consistent à avoir une matrice sur laquelle on va aller verser l'urine et l'eau va être. Euh, Enfin, et il va y avoir un système d'élévation de température qui va permettre de récupérer l'eau sous forme de vapeur et derrière on va garder seulement les éléments minéraux quoi. Sur la matrice chaussante, c'est des systèmes qui sont développés par les Suédois et qui permettent d'obtenir des engrais solides. Voilà pour dire un peu comment ça fonctionne. C'est assez gourmand en énergie pour l'instant, donc ils sont en train de trouver des systèmes pour diminuer la consommation d'énergie du fait d'enlever l'eau, quoi. Il y a deux mains qui se sont levées entre-temps. Séverine Felt. Vu la complexité des analyses des sols et que les enjeux sont plutôt sur l'eau et les plantes, pourquoi avoir choisi cette stratégie d'analyser les sols et pas l'eau dans les sols et les plantes? Je me demande si Tanguy Fardet voulait pas répondre, compléter sur la question d'avant et après je pourrais répondre à celle-ci. Oui, effectivement, vous m'entendez? Oui. Super. Oui, c'était pour répondre effectivement sur la partie charbon actif. Donc une fois que le charbon doit être remplacé, donc il peut soit, alors pour des particuliers, du coup, donc pour des industriels, on peut rechauffer ce charbon à une température suffisante pour brûler les impuretés, mais sans brûler le charbon. C'est pas accessible pour des particuliers, mais ensuite le charbon, il peut simplement être brûlé, enfin utilisé comme combustible dans n'importe quel endroit où vous l'utiliseriez, puisque en fait c'est des matières organiques qui ont été filtrées par le charbon, et ces matières organiques-là, elles vont brûler à haute température, donc il y a pas de risque associé. Voilà, donc c'est les deux possibilités. Et sinon, pour ce que mentionnait Marine avec la chaux ou la cendre, euh, donc il y a des fois où c'est mis en place de manière un peu high-tech avec de l'utilisation d'énergie importante, mais si vous avez des cendres chez vous, vous pouvez simplement mélanger l'urine avec la cendre jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de cendre pour que vous ayez une matière sèche à la fin et ça ne nécessite pas d'énergie supplémentaire, quoi. Euh, Complément de question toujours sur l'usage du charbon actif. Est-ce Attends, que... Émilie, c'est un complément sur cette même question, parce qu'il va falloir revenir à la question précédente qui était posée Oui, sur pourquoi on avait choisi. Donc je te laisse, oui, voilà, t'as oui, bien mais ça en tête. il y a Ok. quelqu'un qui a reformulé sa question sur le charbon actif. Est-ce que l'on doit traiter au charbon actif avant stockage, après stockage? On est sur des questions très précises, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut stocker l'urine avant passage sur charbon actif? Peut-être que Jérémy Poumès peut ouvrir son micro et Oui, poser ta question. Ce serait peut-être plus facile. oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'on passe par le charbon actif avant le stockage ou après le stockage? Ou peu Alors, importe. euh, plutôt, à mon sens, après, voire il n'est pas forcément nécessaire de procéder à un stockage si on fait une filtration au charbon actif. Si je me trompe, que quelqu'un me tape sur les doigts. Et je vais revenir à la question de Ouais. Ouais. Séverine Felt. Travailler sur les sols, ça nous semble essentiel, c'est-à-dire que c'est bien là qu'on a envie de savoir si, les, euh, si les micropolluants s'accumulent et si les gènes d'antibiorésistance se diffusent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas derrière travailler sur le transfert vers le milieu aquatique, mais il est secondaire, c'est-à-dire que le sol, il vient avant. Et donc, c'est là qu'est le sujet de préoccupation principal. Donc, il s'agit plutôt de faire en sorte de réussir, là où pour l'instant, on ne réussit pas encore à aller au bout de nos analyses, plutôt que d'y renoncer parce que ce serait trop difficile. C'est pas impossible, quoi. Il y a des choses qui sont impossibles, mais là, on est plutôt dans l'ordre du difficile.
Sur la question des sols, il y a une question qui a été posée précédemment. Si les résidus sont dans le sol et que l'eau en dessous n'est pas polluée, pardon, les plantes poussent, les résidus ne généreraient pas, le sol va se débrouiller avec. Est-ce que tu as la réponse à ces questions, Marine, ou est-ce que Je n'ai pas compris la question. Je vais la regarder dans le chat. la personne qui a posé la question dans le chat peut peut-être prendre la parole? Non, mais c'était la même question, Ok, c'est ça. C'est ok, pourquoi analyser le sol alors qu'on pourrait se concentrer sur... c'est ok, ça. Merci. ok, super. Euh, Maintenant, une question sur les produits de toilette sèche. Quel effet du compostage sur les résidus médicamenteux et antibiorésistance? Alors, le compostage, pour les mêmes raisons que précédemment, euh, donc on est en présence d'oxygène, on a une activité biologique, on a une montée en température, on a du temps qui passe, ça va avoir un effet, ça va participer à la dégradation de ces résidus médicamenteux. Par contre, on n'a pas de données là-dessus, quoi, pour le moment. Pour les raisons que j'ai citées précédemment, c'est que c'est plus difficile à financer et qu'il faut trouver des laboratoires qui Qui souhaitent le accepte de le faire. faire. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour prendre une ou deux questions, Félix? Oui, oui, je pense que ces phases de questions-réponses sont intéressantes pour tout le monde. Donc, on va même voilà, se donner encore maximum 5 minutes, Ok, jusqu'à 20. ok. Les plantes étudiées par l'export vers le système alimentaire concernent quelle variété? Cela comprend-il aussi des petits fruits ou des arbres fruitiers? Il me semblerait que dans le cas des métaux lourds, par exemple, les fruitiers absorbaient plus que d'autres végétaux. Alors, à ma connaissance, les essais qui ont été menés, c'est plutôt sur des plantes, des cultures de plein champ. Donc, il va falloir retourner dans la bibliographie. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de travaux de fait sur les petits fruits. Et finalement, pour distinguer sur le potentiel d'accumulation dans les petits fruits par rapport aux cultures de plein champ ou arbres fruitiers, là, je ne saurais pas répondre à ce stade, mais c'est une très bonne question. Euh, une dernière question. Enfin, je n'en... Ah si, on a encore une autre question. Au-delà des pathogènes qui seraient présents sur les légumes et fruits, je pense aussi à notre sécurité alimentaire en tant qu'agriculteur. Quand on épand les matières, on risque de se contaminer en épandant par des contacts et projections, même avec combi et gants, d'où l'importance d'un compostage stockage. Point d'interrogation. C'est pas juste une remarque, c'est une question. On se pose moins la question avec les effluents d'élevage. Alors, bah, ça revient à ce que je disais précédemment sur la transmission d'humain à humain, c'est-à-dire que quand on épand des effluents d'élevage, bah, on peut euh, être en contact avec des éléments pathogènes bovins ou porcins, et voilà, il peut y avoir parce que les ovins, il me semble que c'est beaucoup plus éloigné du point de vue des pathogènes qu'on peut transmettre. Donc, il peut y avoir de la contamination, mais quand on est sur des excrétas humains, si on manipule des excrétas humains frais, il est évident que là, les risques de contamination, ils sont là. Euh, et donc, le traitement, enfin le compostage, typiquement pour les matières de toilette sèche, il va permettre de se prémunir contre ces risques-là. Et voilà, d'où cette histoire de logique multibarrière. Il ne s'agit pas de sortir en scaphandre non plus, hein, mais c'est des précautions de base. Je vais faire un petit parallèle pour justement dire que là, on n'est pas du tout dans un cas aussi drastique. C'est-à-dire que les scaphandriers qui plongent dans les bassins des stations d'épuration pour aller réparer un joint ou je ne sais quoi, ils ont des combinaisons qui sont vraiment extrêmement étanches, parce que là, on a une accumulation de pathogènes dans un même endroit qui est massive, quoi. Quand on est sur un compost de toilette sèche, on est sur quelque chose de beaucoup plus local. Enfin, voilà, on n'est pas du tout au même niveau de dangerosité, quoi. Mais bien sûr, les précautions d'hygiène sont plus importantes que pour les effluents d'élevage. Et je fais le pont avec cette question sur l'impact de l'urine brute sur la vie du sol. Alors là, on est Qu'est-ce qui se sur une passe quand on question fait pipi par agronomique. terre? Enfin, donc, quel Super. effet finalement de cet effluent sur la vie du sol? Donc, c'est une question importante. Alors, effectivement, quand on va aller épandre de l'urine sur un sol, on est d'une part en présence d'un engrais qui comporte principalement des nutriments sous forme minérale, mais qui est très dilué quand on est sur de l'urine brute stockée, du lysin, ce qu'on appelle du lisier humain. Donc, c'est un engrais minéral dilué, voilà. Ensuite, donc, il s'agit derrière d'intégrer, enfin, si c'est pratique,
semblent intéressantes, il s'agit de les intégrer dans des itinéraires techniques qui sont cohérents avec la logique de l'exploitation. Euh, Ça va pas avoir un effet fort et direct tout de suite sur la microbiologie du sol, mais on peut se poser la question de se dire, mais mettre ce genre d'engrais sur des sols, est-ce que ça va pas, est-ce que ça, enfin, quel effet ça va avoir sur, sur la microfaune, sur les vers de terre aussi, parce que les vers de terre n'aiment pas trop l'ammoniac. Donc, de base, on peut se dire, bah, il convient de varier les formes de fertilisation qu'on va mettre, de faire tourner d'une parcelle à une autre, et de conserver les principes qu'on a déjà, quoi, et donc qui peuvent varier d'une exploitation à une autre en agriculture biologique, euh, entre, euh, entre des exploitations où on va fortement insister sur la conservation de la matière organique et la stimulation de la microbiologie du sol, d'autres exploitations où on va quand même plus chercher à apporter à des moments des effets boosters, et un peu d'azote minéral, etc. Donc ça, c'est à chacun de faire des choix. Mais nous, on serait très intéressés pour qu'il y ait des travaux en agronomie plus poussés sur l'intégration des fertilisants issus des excréta humains dans des itinéraires techniques qui correspondent au, au principe de l'agroécologie, quoi. Alors l'agroécologie est un terme galvaudé, mais chacun se référera à ce qu'il a en tête. Séverine Felt a peut-être un complément d'information à donner. Mm. Oui, là, je fais le parallèle avec, parce que moi, je suis dans les toilettes sèches et il est autorisé, si on installe une toilette publique à un endroit isolé, d'infiltrer les urines dans le sol. Et je me posais la question aussi, sans trouver la réponse, quel est l'impact finalement à court, moyen, long terme de cette infiltration dans les sols? Apparemment, ça a l'air de tenir la route parce que sinon ce serait déjà interdit. Mais si j'ai bien entendu, on ne sait pas finalement, puisque les analyses sont tellement compliquées. Donc, on peut pas. En gros, il est permis d'infiltrer les urines dans les sols à certains endroits, ou si on installe une toilette publique, par exemple, mais finalement, les conséquences sur le sol ou éventuellement sur l'eau en contrebas, on n'en sait rien. C'est comme ça? Alors, en France, en théorie, on ne devrait pas pouvoir faire ça parce que infiltrer de l'urine dans un sol, bah, c'est infiltrer des... Enfin, c'est pas un système d'assainissement qui correspond aux normes en vigueur. Euh, Il y a une zone d'ombre à ce niveau-là. Infiltrer de l'urine dans des sols au niveau d'une toilette publique, si on est sur si on est sur des faibles volumes de fréquentation, ça va pas avoir d'incidence. Si on est sur un chemin de randonnée où il y a, je sais pas moi, quelques personnes par jour qui passent, ça va pas avoir des incidences énormes. Là, je parle même pas des micropolluants, là, je parle de l'effet de l'infiltration d'azote et de phosphore dans des sols, hein. Donc on est un petit peu à côté de ce qu'on racontait, mais malgré tout, quel est l'effet de l'infiltration dans les sols de l'urine? Si on est sur des volumes importants, infiltrer de l'urine dans des sols, c'est un problème, parce que ça va faire de l'eutrophisation de ces sols, et derrière, ça peut percoler vers les nappes si les nappes sont affleurantes, et donc ça met de l'azote et du phosphore en circulation dans les milieux, et c'est pas une très bonne chose. Et donc il s'agit d'avoir des réflexions maintenant sur comment exporter ces urines plutôt que de les infiltrer. Pourquoi on fait ça? Enfin, on fait ça, pourquoi c'est en place? Ça, c'est parce que c'est pratique du point de vue de la gestion. Ça évite que les toilettes publiques, pour leur fonctionnement, dépendent strictement d'une vidange, quoi. Donc c'est une Oui, espèce mais de marge pas de manœuvre. Mais par voilà. Alors, Alors, je différencie ici c'est les pas toilettes à un tapis roulant précis. où on infiltre des urines brutes, des toilettes avec un compostage sur place où il va y avoir potentiellement moins d'infiltration. Mais quand il y a du compostage sur place, il peut y avoir des pathogènes qui partent avec. je J'en me finis avec permets, ça parce qu'on est un voilà, peu hors sujet. je me permets de reprendre aussi la parole. On a d'autres questions encore que j'ai vues. Pierre-François Chavannes qui a posé une question dans le chat. Euh, Ceux qui peuvent y répondre dans le chat directement, faites-le. On va donner la parole du coup à nos derniers intervenants, donc Aurélien Kingelschmidt de Écoterre et Simon Ronceret qui suivra par la suite. Donc Aurélien, alors il n'y a pas de partage d'écran là, donc je vous invite, si vous avez l'occasion, en haut à droite, vous avez des modalités d'affichage peut-être plus agréables que la mosaïque qui apparaît parfois. Vous pouvez afficher l'intervenant en grand. Et donc, Aurélien, je te donne la parole. Est-ce que tu es avec nous toujours? Oui, Merci à oui, toi, du coup, merci. pour Donc, 10 minutes de présentation. ok. Donc, moi, c'est Aurélien Klingelschmidt, je suis responsable d'activité chez Écoterre. Florent Brun m'avait demandé d'intervenir dans ce webinaire il y a quelques mois pour donner une illustration d'un projet de valorisation sur le territoire du Grand Est, même si, comme vous le verrez, on est plutôt au stade embryonnaire.
Donc, je vais vous présenter nos structures, notre fonctionnement, le projet de valorisation des urines et les difficultés à la mise en œuvre. Donc, Écoterre, on est une petite entreprise strasbourgeoise. On fabrique, on loue et on vend des toilettes sèches mobiles ou fixes en bois. Donc, on intervient principalement en Alsace et territoire du Grand Est. On travaille pour des particuliers, mariages, fêtes privées, des collectivités, des associations, tout type d'événements culturels, sportifs, festifs, voilà. Des entreprises, des toilettes mobiles de chantier et majoritairement sur des petits et moyens événements. Donc notre activité a démarré en 2007 avec un statut associatif. Aujourd'hui, on est en SARL depuis 2016. On est 2 salariés à temps plein avec un renfort de 4 à 6 personnes en haute saison. Et on est aussi membre du réseau d'assainissement écologique, le RAE, depuis sa création en 2010, où il y a quelques membres qui participent à ce webinaire. Donc pour rappel, c'est un collectif d'associations, bureaux d'études, artisans, entreprises, particuliers qui sont actifs dans la promotion et la mise en œuvre de systèmes d'assainissement écologique, dont les toilettes sèches, et qui réfléchissent notamment à la valorisation des excrétas. Donc on a 2 types d'équipements principaux. On va travailler avec des toilettes autonomes dites unitaires ou toilettes à litière, litière biométrisée, donc avec lesquelles on utilise des matières végétales, en majorité de la paille de lin et des copeaux de bois. Donc on collecte les matières sans séparation, c'est-à-dire urine et matière fécale mélangées, enrichies des matières végétales. On a aussi des urinoirs, hommes et femmes, individuels ou collectifs, et là on collecte des urines pures. Donc pour la valorisation des litières de toilettes sèches, aujourd'hui, pour valoriser les litières, on va les pré-traiter, c'est-à-dire qu'on va les assécher sur site pour séparer les liquides des solides après la collecte. En volume approximatif par an, on va être sur 100 mètres cubes de matière sèche, 15 mètres cubes de lixivia, donc des liquides mélangés, et une dizaine de mètres cubes d'urine pure. À savoir qu'une partie des litières peut aussi être traitée directement par nos clients, donc surtout des particuliers ou des agriculteurs par compostage. Les matières sèches, elles sont traitées par méthanisation par un prestataire pour fabriquer du biogaz et aussi compostées. Et les lixivia, donc les matières liquides mélangées et les urines pures, sont stockées et ensuite envoyées pour l'instant en station d'épuration. Et c'est bien ça qu'on essaye d'arrêter et qu'on voudrait valoriser en agriculture. Actuellement, on a une capacité de stockage sur notre site des liquides qui peut attendre 6 mois à 1 an. On stocke dans des cuves de type IBC, des cuves de 1000 litres qui ont une compatibilité alimentaire. Il y a eu des premières analyses de nos lixivia avec des étudiants de l'ENGES dans le cadre d'un projet tutoré avec l'atelier REP début 2024. L'idée, c'était d'avoir la caractérisation agronomique de nos lixivia, qui sont assez similaires à la documentation qu'on peut trouver sur le sujet. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'analyse bactériologique. Depuis, on a démarré de nouvelles analyses, dont la bactério, pour avoir des données sur notamment l'abattement des germes après 6 mois, 1 an de stockage chez nous, pour les lixivia. Donc, le projet de valorisation des urines, pour démarrer, on a cherché des agriculteurs qui étaient intéressés par ce projet. On en a trouvé 2. Donc un vigneron et un maraîcher, et on a commencé par chercher avec eux comment on pourrait mettre en œuvre cette valorisation. Euh, donc le vigneron, on est avec un vigneron indépendant alsacien qui a environ 5 hectares de vignes, qui est en label HVE, donc qui fait simple fauchage et travail du sol tous les 3 ans, traitement soufre et macérat de plantes. Avec le vigneron, on a réfléchi à la façon dont on pouvait s'y prendre, donc on a pensé à stocker des cuves en haut de ces parcelles pour amener l'urine en goutte à goutte au pied des vignes de façon gravitaire. Dans la mesure où il devait remplacer une parcelle et planter de nouveaux pieds, on a pensé à lancer des essais sur celle-ci. Puisqu'il n'y avait pas de production de raisins et de vin dans les 3 premières années, ça permettait de diminuer éventuellement les risques sanitaires. En avançant dans le projet, le vigneron il s'est renseigné auprès des organismes d'interprofession, donc le CIVA, Comité interprofessionnel des vins d'Alsace, et l'AVA, Association des viticulteurs d'Alsace. Le retour, c'est qu'ils perçoivent ça comme de l'irrigation qui est interdite en Alsace, comme dans d'autres vignobles. Et l'enjeu pour lui, c'était donc de perdre ses droits AOC et sa qualification Grand Cru. Donc ça aurait été envisageable pour lui, mais en requalifiant son vin en vin de France, ce qu'il n'a pas souhaité faire pour des raisons évidentes commerciales et financières. Donc on a envisagé de passer par l'épandage, mais après consultation des volumes d'azote au mètre cube, ça aurait été trop de passage sur ces sols et trop de temps, surtout d'épandage pour être efficace. Donc l'idéal pour lui, ça aurait été dans ce cas-là d'avoir une forme concentrée de type urine ou autre, ou qu'on réfléchisse à concentrer
nos volumes pour avoir un épandage plus facile ou que l'interdiction d'irrigation elle évolue, ce qui n'est pas forcément exclu parce que il y a de plus en plus de dérogations, notamment dans le Bordelais, avec les sécheresses répétées. Donc, c'est en discussion, et notamment l'AVA est en train de discuter de ces thématiques-là sur notre territoire. Donc, voilà pour le vigneron. Pour le maraîcher, on est avec un maraîcher alsacien, donc il y a plus d'une cinquantaine de variétés de fruits et légumes. Donc, le projet avec lui, c'était de faire des essais avec un système de fertirigation qu'il a déjà en place. Donc, il a des injecteurs qui lui permettent d'injecter de la vinasse de betterave et l'urine aurait pu fonctionner sur son système actuel en rajoutant des cuves de 1000 litres qu'on aurait mis à proximité de sa pompe doseuse, donc type dosatron pour ceux à qui ça parle. L'acheminement aurait pu être fait par des cuves de 1000 litres ou en amenant des grosses quantités d'un coup. On avait un lien avec un méthaniseur qui aurait pu nous mettre à dispo une tonne à lisier. Donc le projet s'est porté sur les cultures au goutte à goutte, en l'occurrence tomates et aubergines, pour éviter l'aspersion, éviter les risques qui ont été évoqués par Marine. Donc on a fait plusieurs rencontres pour définir le projet, la mise en œuvre à partir de l'automne 2024. En mai 2024, il a eu un contrôle de la DRAF, Direction régionale de l'alimentation, agriculture et de la forêt, donc contrôle inopiné sur les process, usage phyto, EPI, eau potable et tout ça. Donc le maraîcher il a souhaité être transparent sur son projet en évoquant le projet de fertilisation à l'urine et la méthode au goutte à goutte. Donc au départ, la personne a été assez ouverte à cette thématique en disant qu'elle allait se renseigner dans les mois qui suivraient et prendre attache auprès du ministère. Donc elle a eu réponse du ministère qui a formulé un refus pour l'apport d'urine humaine au goutte à goutte sans une autorisation de mise sur le marché. Donc, et dans tous les cas, pas sur des cultures légumières ou fruitières consommées à l'état cru, avec un renvoi vers la thèse de Tristan Martin pour plus d'infos. Donc voilà, le maraîcher n'a pas souhaité qu'on continue le projet tel qu'on l'a imaginé pour le moment, à cause de cet avis défavorable de la DRAF. Donc dans les deux exemples sur lesquels on a travaillé pour le moment, on a un coup d'arrêt lié aux instances supérieures qui ont fortement refroidi les agriculteurs. On n'a pas permis de dépasser pour l'instant le stade de la conception et de commencer la valorisation, quoi. Donc on réfléchit à tenter quelque chose, peut-être sous le statut de l'expérimentation continuer éventuellement avec une structure qui aurait une légitimité scientifique pour nous accompagner ou porter le projet et lancer un protocole de recherche. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélien pour cet exposé extrêmement clair qui est par ailleurs très illustratif des choses qu'on a pu dire en introduction sur les difficultés réglementaires qu'on peut rencontrer quand on essaye de mettre en place quelque chose. Je vais peut-être prendre une ou deux questions avant de donner la parole à Simon qui va donner un autre volet d'illustration donc d'initiatives localement. Émilie, est-ce que tu peux nous Oui. prendre une ou deux questions? Bah, une question peut-être préalable, est-ce que le maraîcher en question était bio? Oui, Euh, Mais on voit que d'ailleurs la réponse négative sur le plan réglementaire ne vient pas du règlement bio en l'occurrence, elle vient oui. de la réglementation générale. Donc on voit qu'il y a ces deux stades hein, qui demandent probablement à être clarifiés. Émilie? et il n'y a pas d'autres questions sur cette présentation. Est-ce qu'il y a des mains qui souhaitent se lever? Quel motif a donné la DRAF? Le motif que je vous ai donné, c'est-à-dire que c'était pas possible sans avoir un produit qui a une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché. Et dans sa réponse, elle semblait citer un produit qui était probablement celui de Toupie. Il y a plusieurs voies de... Alors, il y avait deux réponses, hein, pardon. Il y avait cette question de la MM et la question aussi que dans tous les cas, pas sur des cultures légumières ou fruitières consommées à l'état cru. Donc, ce qui aurait été le cas pour les tomates en l'occurrence. Je vois pas d'autres questions. Ah, il y a des mains. Jocelyne Dimaré, qui peut peut-être préciser sa question. Bonjour, ouais, j'avais posé cette question. En fait, c'était finalement quel texte il citait, quoi. Vu qu'on voit que c'est très flou, je vois pas sur quoi il se raccroche, en fait. Moi, j'ai la réponse que m'a donnée l'agriculteur. Je lui ai demandé s'il pouvait me transmettre la réponse de son inspectrice, ce qu'il a fait.
J'ai pas beaucoup plus d'infos que dans sa réponse, il n'y a pas beaucoup plus d'infos que ce que je vous ai donné là. Donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas de. Voilà, c'est une. D'accord. Parce que dans les Et semaines qu'on... elle n'a fait que transmettre la réponse du ministère, qui était très, très vague et avec le contenu que je vous ai donné, quoi. Dans les faits, ça fait référence au code rural, hein, sur la mise en marché des matières fertilisantes. Aucune idée. Marine, tu as peut-être un complément d'information à apporter, tu as la main levée Oui, depuis tout à concernant l'heure. les questions réglementaires et la réponse de la DRAF, peut-être que Florent Blin voudra compléter. Euh, L'autorisation de mise sur le marché, c'est une voie, mais elle n'est pas la seule qui pourrait permettre d'utiliser des fertilisants issus des excrétas en bio ou pas en bio d'ailleurs. Euh, L'autorisation de mise sur le marché, c'est une procédure qui est assez lourde et qui va permettre de mettre au marché des procédés qui sont issus de traitements assez complexes. Mais derrière, il y a il y a les, il y a la correspondance à des normes. Donc, c'est la même chose que pour les composts, typiquement. Là, on n'est pas sur des autorisations de mise sur le marché. Donc, on pourrait obtenir ce genre d'approche pour les urinofertilisants, enfin, typiquement l'urine stockée. Euh, Derrière, il y a le cahier des charges du ministère de l'Agriculture, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a au moins ces différentes voies-là, quoi. Donc, l'autorisation de mise sur le marché, ça me semble être une réponse un peu étroite. Alors, peut-être que c'est celle qui a effectivement été donnée par l'interlocuteur à ce moment-là, quoi. Mais elle épuise absolument pas le sujet, quoi. Je, je vais dans le même sens. On a eu une présentation par la DGCCRF des différentes voies de mise sur le marché récemment dans le cadre d'une commission euh, euh, à l'INAO. Et l'autorisation de mise sur le marché est une voie parmi d'autres, les voies réglementaires qui permettent de commercialiser des fertilisants, matières fertilisantes amendantes ou autres. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on étudie et il va falloir qu'on chemine quelque part dans cette direction. Peut-être, Émilie, Daniel de Mongeau. voilà, une dernière question et puis on passe à Simon. Oui, je voulais savoir s'il fallait pas aller dans la direction des PNPP, les produits naturels peu préoccupants pour pouvoir avoir justement une utilisation plus simple par les paysans sans passer par des procédés industriels. Je suis en train de me dire la même chose. Donc, mais ça va être en fait quand on va mettre le sujet sur la table, si la FNAB souhaite, et ce que l'on est en train de faire est un travail d'appropriation du sujet qui doit donner lieu par ailleurs après un débat en conseil d'administration de la FNAB la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et ensuite, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on essaie de pousser comme méthode réglementaire. Et effectivement, est-ce qu'on porte nous-mêmes, on essaie de porter un cadre dont les paysans pourront se saisir. Effectivement, l'exemple PNPP pour les phytos est assez parlant pour ceux qui le connaissent, évidemment. Je vais proposer à Simon de prendre peut-être la parole pour exposer son cas de figure. Est-ce que Simon, tu nous... Ouais, Ouais, tu m'entends? C'est bon. oui, on t'entend. À toi, Euh, Simon. Simon, de la ferme des Trois Parcelles, Nord-Loiret. Donc on est à 1 heure et demie, nous, au sud de Paris. Inclus dans un projet donc avec Louise Raguet, du même projet que Marine, donc au CAPI, et puis donc nous précisément sur le projet En Ville. On a rejoint le projet il y a 2 ans et demi parce qu'on avait une AMAP en gros en région parisienne qu'on avait déjà sensibilisé à l'idée un jour de récupérer leurs toilettes sèches, leur compost et l'urine. C'était une des annonces qu'on avait faites en lançant la map, en leur disant qu'on aurait envie d'aller plus loin sur le retour de matière. Notre préoccupation principale, nous, c'est le trajet à vide en revenant de nos livraisons d'AMAP, qui nous préoccupe pas mal sur l'impact carbone de notre livraison. Et puis bah, aussi parce qu'on est sur des terres en conversion, tout était en conventionnel, et donc on a des sols qui sont très appauvris en matière organique, et qu'on voit bien que faire des couverts végétaux sans les fertiliser, ça n'a pas grand intérêt en apport. Donc on a monté un projet avec Louise qui consiste à récupérer l'urine de nos amapiens. Donc on a monté une AMAP pipi. Et donc l'idée, c'est que Louise nous a accompagnés sur toute la partie et a même géré vraiment toute la partie création d'objets qui permettent de récupérer l'urine de A à Z du foyer des participants. Donc il y a une dizaine de foyers aujourd'hui qui sont inclus dans le projet et donc ils récupèrent leur urine dans des bidons. Elle a fait toute la conception des objets, urinettes ou entonnoirs, etc., qui permettent de bien collecter ça. Toute une partie esthétisation du transport en rendant les bidons un peu plus sympathiques que des bidons
simple, puis de définir quelle taille de bidon il fallait. Enfin, elle a fait tout ce projet-là, en fait, elle, la partie design avec les Amapiens, jusqu'à créer une plateforme de collecte qui est du coup au niveau de notre local AMAP. Et donc, c'est deux cuves de 150 litres avec une station de pompage. Et ensuite, tout l'aménagement de notre camion. Parce que l'idée, c'était de réussir à ramener l'urine à la ferme avec le même camion qui servait à livrer les légumes. Donc, avec une problématique notamment sur les odeurs. Et donc, elle a résolu par des systèmes d'évent, enfin de tuyaux, avec des robinets, etc. Et on arrive à la ferme, du coup, après, sur une cuve IBC de 1000 litres classique, sur lequel on vient stocker nos urines. Elles sont toutes hygiénisées au moins 3 à 6 mois. Et donc, pour l'instant, en gros, il y a eu de l'expérimentation qui a été faite dans le cadre du programme en ville sur quelques cultures maraîchères peu risquées au niveau sanitaire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a très peu communiqué parce qu'on avait reçu un refus de notre certificateur en amont quand on lui avait posé la question de si on utilisait de l'urine, ce qui se passerait. Donc ça, j'en parle là, mais on en parle nulle part ailleurs. Et notre voie de communication officielle est de parler de nos plantations d'arbres et des couverts végétaux. Et voilà. Et donc on a fait effectivement aussi des expérimentations sur des parties plus infrastructure agroécologique, où là, le certificateur nous avait dit qu'en gros, il y avait un laisser-faire, quoi, que sur des arbres qu'on avait plantés en agroforesterie, ils nous embêteraient pas. Donc on axe pas mal notre com là-dessus et donc pour l'instant on stocke pas mal aussi en attendant pardon éventuellement une ouverture sur le côté réglementaire et donc utilisation possible. Et les épandages se sont faits avec du goutte à goutte pour éviter tous les risques de projection. Et on a fait des tests en maraîchage, mais aussi en céréales et en grande culture. Ce qui est intéressant, c'est que les tests qu'on a fait sur du blé dur ont montré vraiment une augmentation du poids spécifique, donc des blés qui étaient beaucoup plus gros, et puis même du taux de protéines de quasiment 3%, là où on avait épandu de l'urine. Donc, ce qui est intéressant, vu qu'en blé dur, en bio, un des sujets, c'est d'arriver à un bon taux de protéines pour réussir à faire un blé dur qui ne soit pas mitadiné, on appelle ça. Donc, un levier intéressant sur ce sujet-là, avec un azote plus facilement disponible. Voilà pour notre petit retour d'expérience à l'échelle de la ferme. Pose des questions. Pardon, moi je Non. réponds en même temps à des questions dans le chat. Et oui, du coup, Émilie, il y a des questions? Oui, il y a trois questions. Euh, Simon, je peux peut-être les poser tout en même temps et tu peux faire peut-être une réponse d'un Ouais. bloc. Est-ce qu'il y a moyen de partager le travail que vous avez fait là sur la récupération du urine? Ouais. Comment est-ce que vous les hygiénisez et Ouais, comment est-ce que vous stockez l'urine sur la ferme? ça marche. Et ben alors du coup le travail est complètement disponible sur le site de Enville et d'Ocapi. Donc il y a un génial petit document que je vais vous montrer. Instant promo. Petit instant promo pour le travail du coup qui a été mené, mais donc il y a un truc comme ça avec des fiches à l'intérieur et il y a aussi carrément un mémoire. Et tout est très bien fait, bien rédigé, bien documenté, avec beaucoup d'images. Donc pour celles et ceux qui voudraient s'en inspirer, notamment pour la conception, c'est hyper efficace parce qu'il y a plein de vraiment de faits concrets. C'est très peu abstrait et l'avantage c'est aussi que c'est documenté pour que ce soit éventuellement source d'inspiration pour ceux qui voudraient s'en servir. Donc là, il y a de la matière là-dedans. Sur l'hygiénisation, on est sur du stockage fermé, comme il était évoqué tout à l'heure. Donc on remplit les cuves et donc ça répond aussi au stockage. Le stockage pour nous, pour l'instant, c'est du stockage en cuve IBC de 1000 litres. Donc c'est ce qu'on a trouvé de plus simple parce qu'on a des industries à Pithiviers à côté, la ville à côté de chez nous qui en utilisent pas mal et qui les revendent à bas coût sur le Bon Coin. Donc elles sont nettoyées avant et il y a un certificat de propreté quoi qui atteste qu'il n'y a plus de produits chimiques dedans. Donc on stocke là-dedans cuve fermée de 1000 litres. Et donc ça nous permet, en plus elles s'entassent ces cuves-là, on peut en entasser au moins deux l'une sur l'autre. Donc ça prend peu de place. Et une des pistes qui est envisagée là, dans les discussions avec Louise pour la suite, c'est que si jamais on augmentait vraiment les volumes de stockage, ce serait d'acheter une cuve tampon, comme celles qui sont mises en réserve incendie dans les zones industrielles ou dans les zones isolées pour tout ce qui est protection contre les incendies, quoi. Il y a une question intéressante sur les légumes. Est-ce qu'il y a une augmentation du rendement du coup?
Est-ce que ça marche? Ouais, sur les quelques légumes qu'on a testés, quand on était en dessous de nos apports, quand nos apports d'engrais avaient pas été suffisants, c'était net. Et les quelques fois où on a fait des apports, où on avait déjà fait des apports de ferti suffisants avant, on voyait pas la différence, mais juste parce que finalement la ferti qu'on avait mis au préalable répondait aux besoins de la culture. Mais par contre, sinon, on a des résultats nets sur les légumes feuilles, notamment sur blettes, etc. Ça se voit beaucoup. Sur fraisier, on a vraiment vu la différence aussi en végétatif, pas forcément en production de fruits. Et sur la plantation d'arbres, là, par contre, c'est hallucinant. Le delta est vraiment très grand, quoi. Donc, pour booster des arbres en plantation agroforestière, c'est un sujet qui nous intéresse, qui est de se dire qu'on va probablement peu avoir de fermes qui seront prêtes à dépenser de l'argent en achetant des intrants pour aider leurs arbres au démarrage. Et pourtant, quand on plante un arbre dans des sols un peu morts comme les nôtres, il y a besoin de le booster. Et donc là, ça paraît assez pertinent parce qu'on n'a pas de risque sanitaire consommation et en même temps, on participe vraiment à l'effort, pour moi, de l'agriculture bio sur le côté biodiversité, biomasse, stockage de carbone, quoi. Merci. Est-ce qu'on a le temps encore de deux petites questions Oui, oui, très bêtes? on a le temps. Quelle Et, quantité d'urine pardon, par les mètre? questions peuvent s'adresser d'ailleurs au précédent, à Aurélien aussi. Hein. Bon, vas-y, Oui. Rémi. Quelle quantité d'urine par mètre carré sur les différents essais? Alors là, je l'ai pas en tête. On sait ça, on avait un tableau d'équivalence en gros avec Louise qu'on utilisait et qui est mis en partie dans le rapport et qui est aussi issu du livre, d'un d'un petit livre qui avait été publié qui est sur comment utiliser l'urine au potager. Et donc, elle a ses grilles d'équivalence et on servait de ça, quoi. Et est-ce que vous protégez vos cuves des UV? Ils sont dans c'est plutôt pour les cuves en elles-mêmes, mais pas tant pour le produit. Pour l'instant, la réflexion qu'on avait menée. Après, je sais pas justement, il faudrait qu'on en reparle sur le produit, enfin, du coup, sur l'urine. Mais en tout cas, on les protégeait pour les cuves, effectivement, dans un tunnel où il y a une bâche verte anti-UV, quoi. Ok. Et je n'ai plus de questions. Et si ce n'est que j'ai repéré une proposition d'un maraîcher qui était partant pour faire des essais. Donc, voilà. C'est bien. Moi, je crois avoir vu une question de Cédric Hervouet qui venait d'apparaître là. Ça va vite, hein, effectivement là. Oui, ça va vite. Y a-t-il eu des essais suivis cinétiques, minéralisation, sol de l'urine comparé à d'autres matières organiques? Et ben, en fait, une bonne partie est déjà minéralisée de ce qu'on apporte. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que même on apporte une énorme partie sous forme minérale avec l'urine. Et donc, un des intérêts, c'est que ça va très vite être absorbé, quoi. Et après, des études de cinétique en elles-mêmes, je sais pas s'il y en a, il faut regarder côté INRAE ou je sais pas si au LESU, ça marine, si ça. Il y a eu des travaux de menés dans le cadre d'AgroCapi sur la dimension, enfin sur l'efficacité de la fertilisation. En fait, ils comparent différents produits résiduaires organiques, enfin fertilisants issus des produits résiduaires organiques, lisier, fumier, alors bootstep aussi, l'urine et puis fertilisants de synthèse. Alors, leur réflexion, elle est plutôt sur l'efficacité de la fertilisation ramenée à celle du fertilisant de synthèse. Et donc, on n'est pas du tout sur des réflexions qui sont utiles, à mon sens, pour ce que vous cherchez à savoir. Donc la question de la minéralisation, elle a potentiellement été un petit peu étudiée. Pour l'urine, elle ne se pose pas tellement, c'est plutôt pour les composts. Mais voilà, la grille de lecture, elle est un peu décalée par rapport aux attentes du réseau, je pense. Merci Marine. Est-ce qu'il y a encore des questions, Émilie? Pour moi, il y en a plus. Ah, là, il y en a une qui vient d'être posée. Pour votre AMAP, cela représente quel volume d'urine à stocker? Et ben, en gros, toutes les amapiens amapiennes ne se sont pas engagés pour l'instant dans le projet. Et avec la dizaine qu'on a en gros pour l'instant, ça représente à peu près 150 litres qu'on récupère tous les 15 jours, 3 semaines. Et du coup, Daniel Domingo qui a levé la main. Oui, je voulais savoir, excusez-moi, il y a une conversation en même temps. Je voulais savoir si la possibilité d'utiliser les excrétas, que ce soit urine ou les toilettes sèches, sur une parcelle qui serait utilisée pour produire de l'engrais vert, qui serait ensuite exporté sur les cultures, pourrait être acceptable pour...
pour la réglementation, c'est-à-dire que c'est pas les parcelles cultivées qui reçoivent les excrétas, mais une parcelle à côté, quoi. C'est une parcelle agricole, donc je pense que sur le plan réglementaire, il n'y a pas de... En fait, ça dépend plus du cadre que l'on proposera, puisqu'il y a et parfois pour un X ou Y produit des préconisations de ne pas le mettre sur tel, par exemple, la partie comestible des plantes. En bio, il y a des produits qui sont interdits de ce point de vue-là. Donc ça peut être dans des préconisations d'utilisation éventuellement. Mais en l'état actuel de la réglementation, je ne crois pas qu'il y ait, disons, de tolérance particulière, hein. On est encore une fois un peu dans soit une soit une sur-réglementation. On est un petit peu entre les deux. Mais du coup, pour l'instant, c'est pas une solution en soi opérationnelle si vous demandez à un contrôleur. On arrive à 11h50. Émilie, est-ce qu'il reste une dernière question? Oui, que je trouve quand même intéressante. Est-ce que l'usage de l'urine a permis de renoncer à tout autre engrais? Alors dans notre cas, non, parce qu'on a du coup enfin, des apports qui sont beaucoup trop faibles vu les volumes. On est maraîcher sur 8 hectares en plein champ et en quasiment 3000 mètres carrés, enfin 3500 mètres carrés sous serre, donc ça correspondrait pas en termes de besoins. Par contre, je pense qu'à l'échelle de certaines planches ou de certains endroits, on pourrait effectivement y arriver, quoi. Et donc, il va y avoir toute la question du passage au volume, en fait, qui nous intéresse, là, nous, de plus en plus, qui va être de se demander, justement, sous les serres, refaire des calculs et de se demander en tomates, aubergines, poivrons et des légumes très gourmands, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en face comme apport et est-ce que c'est vraiment réaliste en apport humide, quoi, entre guillemets. Parce qu'on est sur par rapport aux questions qui étaient posées tout à l'heure, nous, on est sur de l'urine brute et donc il y a vraiment zéro techno. C'est le plus simple qu'on puisse faire. Je vois une dernière question encore, Émilie. Je pense qu'elle est importante également. Moi, je vois deux remarques. Pardon. Sur azote minéral, je crois. Moi, je vois une question sur le lessivage après nitrification de l'AgroBio 40. Bon, bah, je te laisse animer. On va jusqu'à 53. Allez, pour les questions, je te laisse choisir, Émilie. Et est-ce que l'urine était diluée avant mise dans GAG? Alors Petit essai là, nous, GAG. effectivement, on a fait des tests avec et sans dilution dans le goutte à goutte. On avait même mis en place un système de Venturi avec Louise qui permettait d'injecter effectivement l'urine petit à petit dans le cadre d'un arrosage d'une serre entière de légumes fruits. Ok, bah, je vous propose Il y a plein de questions et ça montre que le sujet intéresse et c'est vraiment chouette. Ces questions d'ailleurs, elles sont notées dans le cadre. Enfin, je vais avoir ces questions dans le cadre de l'enregistrement de de la réunion d'aujourd'hui. Moi, je vous remercie en tout cas, Simon et Aurélien, pour vos présentations qui nous donnent à voir d'abord l'envie qui peut exister de se lancer dans ce genre de projet mais aussi les difficultés, les enjeux, etc., etc. C'est un webinaire qui ouvre plutôt le sujet plus qu'il ne le clôture. Mais par contre, je vais demander à Olivier Chaloche pour la FNAB de se présenter et puis de nous peut-être donner un petit mot de conclusion. Eh bien, merci Félix de me donner la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Olivier Chaloche. Je suis producteur de céréales bio dans le département du Loiret, dans le même département que Simon, au passage d'ailleurs. Et je suis administrateur à la FNAB et membre du bureau de la FNAB. Moi, j'allais dire comme ça spontanément, passionnant les 2 heures qu'on a passées ensemble, hein, parce que c'est un sujet finalement qui paraît à sourire, hein, les excrétas humains, et pourtant on voit que c'est un sujet qui nous rassemble. Nous, producteurs bio, ça nous intéresse vraiment et j'ai vu qu'il y avait pas mal de producteurs qui étaient là ce matin. Ce que j'avais envie de dire avant de faire les remerciements classiques, c'est dire que ce sujet est arrivé un petit peu il y a 2 ans, maintenant 3 ans, quand il y a eu un resserrement sur la réglementation des effluents d'élevage industriel où il a fallu les réduire. Et donc, avec plusieurs producteurs et notamment Félix, on s'est quand même posé la question comment on pouvait trouver de nouvelles ressources. Et est né ce projet MONA, acronyme matière organique non agricole. Mais alors, je n'imaginais pas à cet instant qu'on arriverait sur les excrétas humains, en fait. Et je trouve que aujourd'hui, quand je vois les 120 personnes qui ont participé
euh, au webinaire et toutes les questions qui n'ont pas arrêté de défiler, finalement, c'est quand même un sujet qui est hyper innovant et qu'il va falloir qu'on regarde de très très près. J'espère qu'il y aura autant d'engouement au prochain conseil d'administration quand on va présenter le sujet et comment les administrateurs vont réagir. Moi, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est qu'il y a à peu près un mois, Félix avait fait venir un chercheur, un jeune chercheur qui travaillait sur comment on utilisait les composts, notamment à Paris. Et moi, j'avais été très étonné que, en fait, au début du siècle, en fait, là, on est en train de se poser les questions. On est en train de se dire, on est en train de réinventer la poudre, mais en fait, non. Au début du XXe siècle, tous les excrétas humains étaient recyclés pour le maraîchage dans la ceinture maraîchère, pardon, de Paris. Donc, oui, effectivement, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on creuse. J'avais envie de remercier les intervenants parce que chaque intervention a été aussi pour moi stimulante et vraiment ça m'a dégagé plein de réflexions. Merci à Marine Legrand, merci aux deux producteurs, donc Simon et puis Aurélien Descotter. Parce qu'en fait, on voit bien qu'on est en train d'ouvrir un chantier qui va nous amener, je sais pas où, mais en tout cas, moi, si j'avais un rêve, c'est que tous les extractats humains de notre pays soient utilisés, parce que ça a été rappelé tout à l'heure, ça répond à plein d'enjeux aujourd'hui qui nous sont posés, quoi, hein. Et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par l'agence de l'agence de l'eau, et puis j'ai oublié le nom de la personne tout à l'heure. Voilà. Et puis peut-être une dernière chose, ce que j'ai envie de vous dire, les personnes là qui ont participé, peut-être partager ça aussi autour de vos producteurs, autour de vos groupements, commencer à faire peut-être monter ce sujet. Voilà. Bon, bah écoutez, il nous reste quoi? Il me reste peut-être une minute pour vous dire, prenez un bon repas et soyez les... envie de faire un mot d'humour, mais fabriquons des excrétas et recyclons-les. Moi, j'avais envie de dire comme ça pour finir, pour rigoler, mais il m'arrive de temps en temps d'uriner devant chez moi et je peux vous dire que l'herbe, là où j'urine, elle est très très verte. Donc, je pense qu'il y a matière à regarder ça de très très près. Voilà. Et puis merci Félix quand même, parce que Félix et puis les personnels, enfin le personnel, excusez-moi, Catherine, j'ai cherché le prénom de Catherine et puis de la C'est Émilie. Émilie. d'Émilie, merci, qui ont fabriqué ce webinaire et j'espère qu'il sera vu par plus de 130 personnes, puisqu'on était 120, 130 aujourd'hui. Voilà Félix, je te laisse peut-être la dernière phase de conclusion, Bah, peut-être? moi, je n'ai pas grand-chose à dire après toi. C'est toujours difficile de passer, Olivier, mais c'est pour ça que je te réserve toujours voilà, la parole. Je vais mettre, donc on va essayer de monter tout l'enregistrement de ce webinaire. Moi, je suis très heureux que ces échanges aient pu se tenir. Très heureux qu'on ait respecté le temps, hein, c'est le plus important à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous déjà effectivement bon appétit. Et puis j'espère surtout que tout ce qu'on s'est dit là, c'est aussi un peu inaugural pour un travail plus poussé entre les agriculteurs et les agricultrices du réseau FNAB, et puis tous ceux qui, sur le territoire, souhaitent mettre en place des systèmes de séparation et de valorisation de nos excrétas. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite une très bonne journée.